Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici Jer Alain. Et où est les potes? C'est Jer. Ouais. Yeah. Fait que, what's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Hein? Aujourd'hui, on est quoi? On est une semaine après l'annonce des nominations des Oliviers. Puis, ouais, c'est la semaine passée, qu'est-ce que je disais? J'étais un peu en tabarnak, là, mais... ouais, ça va mieux, là. Ouais. Honnêtement, ouais, c'est ça. Je me rends compte que je m'en ai tout le temps foutu un peu. C'est vrai que j'étais déçu parce que, j'aurais aimé ça, ça aurait pu être un bon petit coup de pouce pour m'aider à booker des nouveaux invités, tu sais, pis tout. Fait que, mais c'est pas grave, hein, les choses continuent. La vie avance, on les mecs. Oh, bordel de putain de merde, là. Fait que, ça, gros merci encore au Patreon, tous mes membres Patreon. Hein? Gros merci, je suis bien content. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours aussi fidèles. 281 membres. Je suis vraiment content. Je vous répète, on a 2 piastres l'audio et 3 piastres pour la version vidéo. Puis on va ramener dans pas long la version à 25 piastres. C'est juste qu'il y aura plus de... je donnerai plus de cadeaux. Je donnerai plus de cadeaux, gars, ça vient un peu compliqué. En tout cas, la plupart des messages que j'ai reçus du monde... tu sais, le monde, c'est sûr qu'il était content de payer 25$ puis qu'il y avait un cadeau qui venait avec, un chandail, le calendrier ou des affaires de même. Mais à la base, le but, c'était qu'il m'encourage, là, tu sais, fait que c'est ça. Je pense qu'on va ramener ça, puis on va enlever les cadeaux. À cause que je le répète, c'est parce que ça coûte trop cher de shipping. Ça coûte fucking calissement cher de shipping. Fait que, gars, fuck that shit. Il y aura plus de, il y en aura plus de ça. Mais ça, je vais ramener l'affaire de 25$ pour le monde. Fait que gros merci à tous ceux qui supportent. Comme je le dis, c'est grâce à vous autres, ça me motive à continuer. Tu sais, toutes vos autant membres que pas membres, tu sais, tous vos messages m'encouragent vraiment beaucoup. Tu sais, je sais c'est pas donné à tout le monde d'avoir le budget de pouvoir payer pour le Patreon. Fait que je suis vraiment content puis très reconnaissant de tout ça. Fait que c'est ça, vous pouvez vous abonner au What's Up Podcast. Non, c'est même pas ça. C'est patreon.com/What's Up Podcast. Yeah. Tout collé en un mot, ok? C'est ça. Puis, ah oui, c'est ça aussi, man. Le show, mon doigt, ouais, Jer Alain, puis pour longtemps, ouais, c'est ça. Ça s'en vient dans pas long. Ça les dates sont toutes sur mon site web, sur jeralain.com. On va à Sainte-Thérèse, Sherbrooke, à Valleyfield, Gatineau, Montréal, Québec. Calice, quelle autre place est-ce qu'on va? En tout cas, il y en a plein d'autres places où ce qu'on va, là. Je suis super content, man. C'est un show qui commence à se tighter de plus en plus. J'ai bien hâte, là, pour vrai. Gros merci à tout le monde qui a acheté des billets en passant. Ça part quand même assez vite, même si le show il est dans fucking 5 mois. Il y a des bonnes chances que ça soit sold out avant que vous les achetez, là. Fait que... ben, grouillez-vous. Je sais pas quoi vous dire. C'est 15$ en pré-vente, pis ça va être 20$ à la porte. Tout le temps comme d'habitude, ça va être sûrement dans les mêmes bars que j'ai été. Tu sais, à Montréal, ça reste au plan de match. À Québec, je vais retourner encore à la source de la Martinière. Ça va être là. Et ouais, ben c'est ça. Là, il y a les autres places. Toutes les informations sont en vente. Sont disponibles sur jeralain.com. Quoi d'autre est-ce que j'avais à plugger? Ah oui, les shows privés. Les shows privés, c'est encore là. Hein, si vous voulez que je viens faire un show privé, là, après ça, on fait le party après. Vous pouvez m'écrire sur jeralain.com. Il y a tout qu'est-ce qui est là. Il y a tout est là. Tout est là. Puis là, cette semaine, qu'est-ce qu'il y avait comme information?
de nouveau dans l'actualité, hein, on a perdu Apu, esti. Apu, il est plus là dans les Simpsons. Esti, au début, j'étais en tabarnak. Je faisais comme, bon, esti, encore le style politically correct, esti, ils ont gagné une autre bataille, esti, là, il s'est rendu qu'ils nous ont enlevé un personnage, tu sais, des Simpsons. Après ça, c'était suite à cause du documentaire qui a fait beaucoup parler, là, What's the problem with Apu, tu sais. Puis, fait que, tu sais, avant de faire avant de faire un statut pis faire comme tabarnak, ça n'a pas de sens! Ah! J'ai été checker le documentaire, puis Chris, j'étais d'accord avec lui. Tu sais, j'étais d'accord avec le gars, c'est un humoriste d'origine indienne. Tu sais, puis il parle entre autres de. Bon, en tout cas, allez l'écouter, c'est un bon documentaire, puis ça fait réfléchir, tu sais, ça fait remettre en question, c'est ça fait te remettre en question. Mais tu sais, je reste quand même avec, tu sais, malgré que je comprends les points qu'il a abordés, puis je suis même d'accord avec lui, mais tu sais, qu'est-ce que j'aime moins, c'est que l'affaire, c'est que, tu sais, c'est que c'est une BD, tu sais, c'est une satire, c'est une parodie, c'est. Tu sais, les Simpsons, c'est des stéréotypes, là. C'est juste ça que c'est quasiment, là. Tu sais, Homer, c'est un stéréotype des Américains. Tu sais, il n'y a aucun personnage des Simpsons qui fait que sont toutes de même, là, tu sais. C'est pas toutes les mères que c'est des crosseurs. C'est pas toutes les végétariens qui sont full hippie, grano, fatigants, ben raides. Tu sais, tout est... Puis entre autres, qu'est-ce qu'il disait, c'était que le problème avec ça, c'est qu'aux States, pendant longtemps, la référence indien, c'était Apu. Il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait pas vraiment d'acteurs. Il n'y avait pas vraiment de chanteurs. Il y avait pas... Tu sais, fait que les Américains d'origine indienne, c'était leur seule référence à ça. Fait que là, tu sais, tout le monde... T'es tout en train de se faire niaiser avec ça, là, tu sais, il disait tout le temps « Thank you, come again, thank you, come again ». Fait que là, il était plus capable d'endurer ça. Puis je le comprends, man, tu sais. Mais en même temps, je sais pas, tu sais, qu'un humoriste dit qu'il y a une limite puis qu'il devrait avoir une censure du personnage. Ah, je sais pas, je trouve que c'est poussé, là, puis surtout, ça vient d'un humoriste, le tabarnak. S'il y en a bien un qui sait c'est quoi la censure, c'est bien quoi, tu sais, c'est bien, c'est un artiste, là, tabarnak. Fait qu'en tout cas, je suis encore mitigé là-dessus, je trouve ça plate d'avoir, c'est ça, je trouve ça plate qu'Apu soit plus là. Mais en même temps, rendu que ça en est, les hosties de Simpsons sont rendus pourquoi à la 31e saison, tabarnak. C'est rendu pourri, là, les Simpsons, là. Fait un bout que c'est calissement plus drôle, là. Fait que, est-ce que ça me fait réellement de quoi? Non. Mais, j'aime pas ça, le pas dans la direction que ça prend, là. Fait que, en tout cas, c'était ça, la petite pensée pour cette semaine. Allez, potes! Fait que, je vous souhaite... Ah non, c'est vrai, faut que je vous parle de l'invité qu'on a cette semaine. Le qui qu'on a cette semaine? On a Guillaume Beauregard de Vulgaire Machin. Vulgaire Machin, gros merci à Guillaume d'avoir participé, vraiment cool. Allez checker ses shit, man, allez checker qu'est-ce qu'il fait. Il est rendu à son 2e album solo, que ça va sortir, il va faire une tournée de show, tout ça. Allez checker ça, il est vraiment cool, le gars. J'étais content qu'il ait embarqué dans le podcast, man. C'était vraiment chill. Gros merci à Guillaume Beauregard. Qu'est-ce qu'on a parlé entre autres, c'est... On a parlé entre autres de la mentalité de Vulgaire Machin, du parcours qu'il y a eu, des scandales, les petits scandales que ça l'avait fait aussi dans le temps. J'ai demandé qu'est-ce qu'il pensait du mouvement punk rock versus aujourd'hui versus dans le temps, tu sais. Puis c'était vraiment cool. Gros merci à Guillaume Beauregard. T'es nice le chum, t'es nice! Fait que ciao tout le monde, attention à vous autres, passez une excellente semaine, puis à la semaine prochaine! Ciao!
de la misère avec les humoristes québécois, tu sais. Mhm. Parce que ils parlent. Je sais pas, tu sais, on dirait qu'ils. C'était tout le temps soit très, très gentil comme humour, là, tu sais. On dirait qu'ils veulent pas. T'entends-tu bien? Ouais. Ouais. Ouais, c'est cool. Puis c'est comme plus eux autres qui me parlaient, tu sais. Tu sais, genre, ma tante, on dirait qu'elle allait tout le temps plus loin. Ou, tu sais, le stand-up aux States, il est bien plus ancré. Tu sais, ça fait longtemps qu'ils font ça. Tu sais, nous autres, fait une couple d'années qu'on fait plus de personnages, là, tu sais, là. Ouais. Fait que moi, tu sais, les personnages, ça m'a jamais parlé. Puis là, je parle pas genre d'un personnage de scène, là. Tu sais, genre Bellefeuille, François Bellefeuille. Tu sais, ça, je trouve ça écœurant. Il est bon en tabarnak, là, tu sais. Mais c'est pas, mettons, Daniel Lemire avec... Non, c'est ça. Moi, ça m'a jamais parlé, ça. Non, ça m'a c'est jamais venu me chercher. Puis c'est une des raisons pourquoi que j'ai jamais vraiment trippé sur l'humour. Jusqu'à temps que je découvre Mike Ward. Ouais. Puis c'est là que j'ai fait tabarnak, hey, ça me parle. Tu sais, c'est un humour vulgaire, un humour adolescent, très stupide. Là, dans le temps, quand il commençait, très, très premier degré, là, tu sais. Puis... ouais, puis là, avec les années, tu sais, plus en plus, c'était la relève, tu sais, qu'ils se sont influencés de toutes sortes, que ce soit des States ou Angleterre ou, tu sais, en France. Y a la relève québécoise, là, maintenant, ça me parle vraiment plus, tu sais, comme des Alex Douville, Simon Gouache, en tout cas, je pourrais t'en nommer d'autres, là, tu sais, puis, tu sais, eux autres, je trouve que, tu sais, leur plume est vraiment... Mais c'est notre génération aussi. Ouais, c'est ça, tu sais, non? Il y a 15 ans, mettons, on s'intéresse à l'humour, c'est toute la génération de nos parents. Ouais. C'est Les Dion, c'est Daniel Lemire, ça nous parle moins, c'est pas notre génération, c'est normal. Ouais. Mais moi, j'ai embarqué sur l'humour beaucoup avec l'humour anglo-saxon. Moi, c'est Bill Hicks, mettons. Bill Hicks, il est où, là, ce tabarnak-là? Il me semble que je l'avais, il y a pas longtemps. Moi, j'ai embarqué dans l'humour avec Bill Hicks. Ah ouais? Je suis tombé sur un stand-up, puis j'ai fait... c'est qui est bon, hein? C'est lequel? Relevance, un enfant de même? Revelations, ouais. Tu sais, il débarque sur le stage en cheval. Là. Ben, il y a comme un intro. Oui, avec du Jimi Hendrix. Jimi Hendrix qui joue. Ouais. Puis, tu sais, il parlait de ses tripes de moche, ses tripes d'acide. Puis là, j'étais comme, voyons donc, comment ça se fait que ça va loin de même, tu sais. Puis, tu sais, il n'y en a aucun qui faisait ça, là, quasiment, dans le temps. Tu sais, il y avait... Non, c'est ça, c'était pas mal un des premiers. Puis, lequel? J'en ai écouté un récemment. Tu sais, lui, il parlait souvent contre, tu sais, les anti-fumeurs, là. C'est ceux qui ont arrêté de fumer ou les lois anti-fumage. Moi, ça me faisait bien rire, ça, tu sais. Ça venait bien me chercher, là, ces affaires-là. Ouais. Tu connais-tu Doug Stanhope? Ouais, je l'ai vu à New York. OK. Ouais. Je m'étais pogné des billets. J'aime beaucoup Doug Stanhope. Ouais. J'ai vu Louis C.K. à New York aussi. Ouais. J'ai vu Bill Burr au Carnegie Hall. J'en ai vu une couple, pareil. J'ai trippé pas mal un bout de temps. Je trippe encore là, sur l'humour, mais il y a eu un bout de temps où je consommais plus d'humour que de musique. Là. Ouais. C'est-tu toi qui t'aurais déjà intéressé à faire des stand-up? J'en ai fait un peu. Ah, t'en as fait? Ouais, j'en ai fait un peu. Ben non, tabarnak. Ben pas du stand-up à proprement dire, là, mais j'ai fait des numéros dans certains contextes, là, pas souvent. Là, mais... OK, mais pas genre dans des soirées d'humour ou... oui, récemment, j'ai fait un numéro dans la soirée d'humour d'Alphée Gagné. Le Potard Show. Le Potard Show, il m'a invité à aller faire mon number, là. C'est bien cool, je savais pas ça. Hein? Ouais, j'ai tellement aimé ça que ça m'a donné le goût d'essayer. Ah ouais? Puis j'ai vraiment aimé ça, faire ça et tout. Ah ouais. Mais tu sais, j'ai jamais eu plus que 15 minutes là, de matériel. C'est vraiment plus comme un hobby, là, si tu veux. Oui, j'ai pas de prétention, j'ai pas de non. carrière en vue. Là. Ah, crime. Ben, c'est bien nice, ça. Hein? Puis comment se fait? C'est ça, c'est-tu à cause que tu regardais... le stand-up, puis... J'en parlais beaucoup autour de moi parce que ça me passionnait. Puis un ami, François Bernier, avec un de ses amis, Guillaume Girard, faisait une soirée, un cabaret de Noël, il y a une couple d'années. Puis leur trip, eux autres, c'était d'anticaster le monde un peu. Ils savaient que moi, je faisais de la musique dans la vie, puis ils m'avaient invité à faire un numéro que j'ai écrit pour l'occasion. Puis finalement, je l'ai fait 2 ans en fil, 2 ans en ligne. Ça avait-tu bien été? Ouais, ça avait bien été. Ah ouais? Ouais.
Puis, c'est tu le tough, sais. c'est tough être humoriste, tu sais. Ouais, c'est tough. Tu sais, le rire, c'est une émotion qui est pas tant... tu sais, c'est quand même très partagé, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui rit aux mêmes affaires, qui va rire... c'est comme la muse. T'sais. C'est comme la muse, Ah ouais? tu sais, dans le sens où faut que tu sois à bonne place au bon moment, je pense. Tu sais, si tu fais un show punk en première partie de... Je sais pas, moi, France d'amour. Tu sais, ça va peut-être moins bien marcher. Ouais, c'est pas vraiment dans les bonnes cordes, là. C'est ça. Je pense que c'est le même en humour. C'était trop dans le champ gauche, puis... Ouais. Ben, là, c'est le ça, public, c'est pas ça qu'ils veulent, ça rit pas, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais c'est quoi, là. À un moment donné, tu fais rire le monde, puis c'est un petit hit, là. C'est une petite drogue, là. Ben, là, je suis rendu un peu blasé. Ah ouais, déjà? Ouais. Ça t'a pas pris de temps? Non, je suis toute marde, moi. non. Mais, ouais, non, c'est que dans le sens que c'est que je sais que je suis drôle, je sais que ça pogne mes affaires. Je suis blasé dans le sens que tu sais, mon show Blackout que je viens de terminer, moi, je voulais pas le faire comme plein d'autres fois. Tu sais, je veux écrire du nouveau matériel. Blasé dans ce sens-là. Dans le sens que t'as d'autres idées. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me suis tanné rapidement des blagues, tu sais, parce que moi, j'écris beaucoup sur mon vécu, tu sais. Fait que, tu sais, si je fais comme, tanné d'être célibataire, hein, c'est pas... Puis là, tu sais, t'as une blonde, tu sais, ça fait chier, là. C'est comme si tu t'incarnais quelqu'un d'autre, tu sais, parce que c'est ton toi passé, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que... Puis en plus, tu sais, en l'espace de 2 ans, tu changes beaucoup, t'évolues, t'as plus les mêmes pensées, tu sais, t'es ailleurs, là, je pense que la minute où tu montes sur un stage puis que t'es plus 100% sincère, à un moment donné, c'est ça là, qui arrive, faut que tu écrives d'autres choses, faut que tu proposes d'autres choses, faut que tu te challenges. Ouais. Sinon, tu deviens, comme tu dis, blasé, puis le monde sont pas caves, là. Ouais. Ils savent. Ils savent. Ils savent, c'est-tu. Ouais. Ils s'en rendent compte. Puis de toute façon, bonne affaire, parce qu'il y a de quoi de plus déprimant que de monter sur un stage si ça te tente pas, dans le fond. Là. Non, ouais. Ben, c'est ça, man. Tu sais, tu fais plus ça pour les bonnes raisons, puis la carrière est en déclin après ça. Là. Toi, qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui? T'es-tu bien occupé? Non, là, ça s'est calmé un peu. Tu sais, les derniers mois étaient pas mal intenses. J'ai fini mon album à la fin de l'été. OK. Fait un lancement il y a 2 semaines. L'album est sorti, mais là, les shows commencent au mois de mars. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai commencé à monter le show. Ouais. Fait que je suis dans une période de répit, mettons. Là. Ça serait le temps là, de jouer au golf, mais la saison est finie. Ah, OK. Fait que là, t'as une petite période de pause en ce moment? Ouais, on peut. Ben, tu sais, il y a tout le temps de quoi faire. Là. C'est comme travailler dans un restaurant. Là. Ouais. Si tu t'es pas en train de cleaner quelque chose, là, c'est parce que t'as pas compris la nature du métier. Là. Moi, j'ai déjà eu une job là-dedans dans la restauration. Je l'ai eu une après-midi. Ah ouais, c'est ça. J'ai rentré l'après-midi, puis le soir, je terminais, puis le gars, il a fait « Ouais, ça se passe pas sûr que ça va marcher. » Puis là, je suis comme « Ben là, pourquoi? » Il dit « Ben, t'as pas de l'air à vouloir apprendre. » Je suis comme « Ben là, il y avait plus de vaisselle. » J'attendais. « Ouais, mais t'aurais pu faire la cuisine. » Non, mais si t'es d'une cuisine... Si t'es d'une cuisine parce que t'es pressé de t'en aller chez vous, c'est sûr que c'est pas la place pour toi. Là. Mais en même temps, tu sais, je faisais de la plonge. Je veux pas passer ma vie là non plus. Là. J'ai fait au moins 10 ans, moi, de cuisine. Ah ouais? Jusqu'à temps que les vulgaires, ça se passe assez pour que je puisse lâcher ma job, faire juste ça, mais ça a été mon gagne-pain longtemps. Tu faisais quoi? Serveur ou cuisinier? J'ai commencé à plonge, après ça, j'ai épluché comme tout le monde, j'ai épluché des patates, là, à un moment donné, ils m'ont montré la recette de vinaigrette, puis tranquillement, pas vite. Tu coupais les légumes, puis là... Ah, c'est cool ça, man. Ouais, j'aimais ça par contre. Ah ouais? Ouais, j'aimais bien ça. Ben, pas laver de la vaisselle, là, personne qui aime ça, mais travailler dans une cuisine, j'aimais ça. Ben, si tu travailles avec un nice staff, ça peut tout être. Si la bouffe est bonne. Ouais, c'est ça, tu sais. Comme moi, j'aimais beaucoup travailler en construction. J'adorais ça, man. C'était de construction-maintenance, tu sais. Puis je tripais là-dessus, mais le dude que je travaillais avec, c'était le fils du boss. Puis c'était un esti d'enculé, là, tu sais. Fait que...
Ah, j'haïssais ça, là. On le salue. Ah non, man, qui mange de la merde. J'haïssais cet enculé-là, là. Ah, Christ, c'était un enculé, man. Il pétait tout le temps des coches pour rien. Je sais pas si t'as-tu déjà travaillé en construction? Non, man. Puis si moi, je me ramasse une job en construction, je vais être le gars qu'au bout d'une demi-journée, ils vont faire bye-bye. Ouais, ça se passera pas. Non, j'haïs ça. J'haïs ça en construction. J'aime ça quand c'est bien clair, quand quelqu'un me dit vis ça, v'là la vis puis la bite qui va avec, mais s'il faut que je réfléchisse trop, j'ai pas la patience avec souvent, ça. Il articule même pas, ce monde-là. Là. Moi, je faisais je vais m'en avec ça, puis là, je faisais tabarnak, ok, mais allez, avec toi, je suis comme tabarnak, puis là, en tout cas, puis là, ce gars-là, je travaillais avec, là, il était en train de gosser après une fenêtre, parce que nous autres, ça, j'installais des fenêtres, j'étais vitrier, puis là, il a besoin d'un outil de quoi de même. Puis là, ça allait pas bien, comme tabarnak. Puis il pitch la barre à clous par en arrière, tu sais. Puis ça a passé fer en avant de ma face. Puis j'ai fait, toi et mon sacrement, tes chansons, en esti pas que ça m'a pogné. Puis j'ai collé mon camp, puis je l'ai laissé sa job. Puis je suis parti avec la fan. Il était pogné à genre comme 1 heure. Avec la fan ou avec sa femme? Non, la vanne. Ok, la vanne. Je pensais que t'étais parti avec sa femme. Mon asti, mon sacrement! On va baiser ta blonde. Ce serait une drôle de revanche, ça, pareil. Ouais, mais hein. Non, mais oublie ça, là, la construction. Là. Ouais. Non. Ouais, c'est sûr que... En tout cas, ça m'a gardé des bons trucs. Comme maintenant, quand mes posters tombent. Là, ouais, on voit avec tes push-pins qui tiennent ton affaire que t'as un gros background en construction, toi, là. On le sent. Quand ça m'est tombé dessus tout à l'heure, je me disais, lui, il a fait de la construction. Lui, là, il a déjà construit une maison, c'est sûr et certain. Bon, je pense qu'on est prêt à starter ça. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Je suis super content de le recevoir. Je reçois Guillaume Beauregard, man. Merci beaucoup d'être là. T'es dans la formation Vulgaire Machin. Yes, gros merci d'être là. Merci de m'accueillir, fait plaisir. C'est vraiment cool, t'as répondu vite au email, pour vrai, j'étais surpris. Ouais, moi mon but dans la vie, c'est qu'il n'y ait plus d'emails dans ma boîte. Fait à mesure, puis là, quand j'ai réussi d'ailleurs la semaine passée, il n'y avait plus d'emails dans ma boîte pendant une couple d'heures. Puis là, je jubile, moi, dans ce temps-là. J'ai l'impression que je suis à jour avec ma vie. Là, je peux aller faire du lavage. Ta vie, elle peut recommencer. Ouais, ouais, j'étais un peu obsessif sur ces affaires-là. Mais quand je suis devant mon ordi, même les messages de Facebook, fans, Messenger, tout ça, je réponds à tout le monde. Fait que t'es quand même proche de ton public, ça veut dire? Ouais, comme la poune. La poune, c'est mon... OK, la poune. Okay, ben ouais, j'ai compris comme la poudre. Non. Ouais, je suis proche de la poudre en esti. Tout à l'heure, j'ai faké d'aller pisser. C'est ça que... En fait, j'étais allé me repoudrer le nez un peu. Comme la poudre. Pour être éveillé. Pour être éveillé pendant ton podcast. Ouais, c'est ça. Non, c'est pour ça que je t'ai répondu vite. Mm-hmm. Ouais. Ben, c'est bien apprécié. Ça, toi, on t'a connu, dans le fond, avec Vulgaire Machin. Tu sais, pourquoi que ça s'appelle de même, Vulgaire Machin? Les Vulgaires, là, j'avais 16 ans quand on a commencé ça. Mm-hmm. C'était mon premier band. On a fait un premier show. On avait mettons, 4-5 tunes en anglais. On faisait de la musique pour se désennuyer, là. Ouais. Puis c'est parti de là. Ouais, puis après le premier show, on a su tout de suite que on aimait ça, puis que c'était ridicule de chanter en anglais, tu sais, on était comme déjà assez, je dirais, éveillé pour catcher pour avoir un vrai contact avec le monde. Tout le monde est francophone, je viens de Granby, tous mes amis parlent français. Pour avoir un vrai contact, fallait aller au bout de ça puis être le plus vrai possible, dans le fond. Puis tout allait vite là, dans ce temps-là. Il y avait une petite scène à Granby, vraiment le fun. OK. Puis on avait déjà un show la semaine d'après. Ça prenait un nom pour mettre sur le flyers, là. Puis on a sorti ça de même, Vulgaire Machin.
Puis si c'était à recommencer, là, je t'avoue qu'on y réfléchirait un peu plus. Tu sais, avoir su qu'on roulerait encore 20 ans plus tard, peut-être qu'on aurait pris le temps de choisir le nom un peu mieux que ça. Moi, je suis pas un gros fan de ce nom-là, pantoute. Mais c'est venu de même. Là, on cherchait une affaire qui voulait pas dire grand-chose, ironiquement. Je sais pas trop. Je sais pas. Il n'y a pas de réflexion en arrière de ce nom-là. Mm-hmm. Puis ça, tu chantais en anglais, c'était des covers, faisiez? Non, on écrivait nos tunes. OK. Ouais, on écrivait nos tunes, mais tu sais, les paroles, c'était n'importe quoi. Il y avait une tune qui s'appelait Short Song. Puis la tune n'était pas longue, là, tu sais. Puis les paroles, c'était I got something to tell you. Short song. It may be short, but it is fun. Fait que ça, c'était une des premières tunes qu'on a écrites. On avait une tune qui s'appelait Pizza. Je me souviens plus pourquoi. Ça m'est resté. Je me souviens de ça, mais c'était pas mal n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Non, juste pour jouer. Puis... C'était juste un prétexte pour pas passer nos soirées dans le parc à fumer des joints. Ouais. C'était un prétexte pour pas s'ennuyer d'un arcade. C'était juste une façon de se réunir, puis on jouait de la musique ensemble, puis on tripait. Mm-hmm. Puis comme il y avait une scène, le fun à Granby, beaucoup de bands indie vraiment cool, c'est vite devenu comme on peut faire ça, puis il y a du monde qui vient voir les shows, puis c'est cool. On faisait ça un peu n'importe où dans le sol d'église. Puis rapidement, là, nous autres, on a envoyé des démos. Mm-hmm. On faisait tout nous-mêmes. On avait enregistré un premier démo dans le salon chez mes parents. On avait envoyé ça à Grimmskunk. Ah ouais. La cassette est restée pognée dans le tape deck. Les gars sont allés faire un show à Sherbrooke. Puis, tu sais, vu que la cassette était pognée dedans, ils ont été obligés d'écouter notre démo aller-retour. Mais, tu sais, je veux pas déformer l'histoire, mais je pense que pendant plusieurs shows, là, ils ont été pognés pour écouter ça, puis ils se sont attachés. Puis c'était à l'époque où Grimmskunk voulait partir leur label. Ouais. Puis là, un soir, Franz, qui est le chanteur de Grimmskunk, avait appelé chez mes parents. Il y avait le numéro chez mes parents, sur la cassette. Mm-hmm. Il avait appelé chez mes parents, puis il avait fait « Ouais, on se part un label, ça nous tenterait peut-être de travailler avec vous autres. » Puis on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Ah ouais. Mais on a tout appris avec eux autres. Puis là, mettons, cette cassette-là, c'était-tu les tunes en anglais ou c'était des tunes en français? Là? Non, on a fait un show en anglais, puis on s'est mis à écrire en français. OK. Fait que le démo, c'était en français, puis c'était... Ouais. Là, c'était-tu puis plus des tunes? il y a plusieurs tunes sur ce démo-là qui se sont retrouvées sur le premier album 24-40 qu'on a fait avec Indica. OK. Ah, c'est ça le label de Grimmskunk? Ouais. OK, c'est Indica. Ouais, OK. C'est Indica. C'est eux autres, ça. Ouais. Puis on est resté avec Indica pendant 20 ans. Ouais. Ah, très cool. Puis c'est de où ça vient, mettons, de vos influences musicales? Ben... On était, tu sais, on tripait sa scène là. Tu sais, moi, j'étais un gros fan des Secrétaires Volantes dans le temps parce qu'ils faisaient c'est plus rock que punk, mais il y avait une affaire punk avec les Secrétaires. C'était catchy, c'était en français. Ça a été une influence. Tu sais, avant ça, c'était Possession Simple, c'était Vilain Pingouin. Les bandes en français, je te parle. Mm-hmm. Mais les vraies influences musical, c'était Bad Religion, c'était Rancid, c'était NoFX. C'était cette scène-là, là, tu sais, de New Wave, un peu de punk californien. Ouais. Même si, tu sais, on a écouté avec les années beaucoup de punk de tous les horizons puis de toutes les époques. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, quand on a commencé à faire de la musique, moi, je capotais sur Green Day Dookie puis ces albums-là, tu sais. Ouais. Fait qu'on cherchait à recréer ça en français. C'était ça notre objectif. Après ça, on n'avait pas encore d'identité. Eric Strip aussi, on tripait là-dessus. Bande de Moncton, je pense. Ouais. Puis on se faisait dire dans tous les shows là, que c'était ridicule, notre affaire, parce que ça se pouvait pas, du punk en français. Ah ouais? Ouais, c'était ça, là. Colin. C'était fucké, là. Tu sais, il y a du monde qui embarquait là-dedans, mais il y avait beaucoup de résistance. Ouais. Mais Vilain Pingouin, c'était-tu du punk? Non, mais c'était ça qui se rapprochait le plus. Moi, Barf, mettons, au
autant j'ai un respect infini pour ce que Barf ont fait, autant que c'était pas tant mon bag. Moi, il fallait que ça soit catchy. C'est la musique que j'écoutais. C'est quand j'ai écouté Against the Grain de Bad Religion que... Ça te parlait. Que ça a été... Qu'il y a eu une petite révolution dans ma tête là, où j'ai fait... On fait de la musique catchy. C'est pour ça que NoFX, etc. sont venus après, puis ça a été des influences qui nous ont suivis toutes ces années-là. Fait que dans le fond, vous avez quand même... tu peux-tu dire que tu as parti un peu le mouvement punk au Québec? Ben, ce genre de punk-là... Il y en a pas beaucoup qui le faisaient. Il y avait Marmotte aplatie qui faisait du punk quand même, tu sais, un peu skate, un peu catchy. C'était en même temps, là, tu sais, il y avait Xavier Caffine qui roulait pas mal dans ce temps-là. C'était Caffine et les Bodum dans ce temps-là. Mais c'était plus rock, tu sais. C'était moins skate punk, justement. On était dans les premiers. En toute humilité. Puis Grimmskunk, ça reste qu'il y a beaucoup d'influences prog, des influences metal, hardcore. Plus que nous autres qui étaient vraiment plus catchy. Tu trouves-tu qu'avec les années, le monde, le mouvement punk, c'est comme si le monde avait perdu un peu d'intérêt pour ça? Ben oui, sauf que c'est pas une finalité. Là, pour moi, c'est une affaire de vague. Là. Là, en ce moment, les jeunes trippent beaucoup sur le rap. Puis tant mieux pour le rap. Ça peut pas être le punk tout le temps. À un moment donné, le punk aussi se met à tourner en rond, puis jusqu'à ce que quelqu'un débarque avec une proposition originale, unique, où là, il y a une ferveur, il y a du monde à qui ça parle. C'est une question de temps pour moi. À un moment donné, il y en a un band là, qui a pas sorti son album encore, mais qui va manger à la face à tout le monde dans les prochaines années, je peux pas croire. Le rock va jamais mourir. Qui va arriver avec un nouveau souffle. Ouais, c'est ça. Après, c'est tout le temps le même défi, c'est de se réinventer à quelque part. En ce moment, dans le punk, j'en écoute encore de temps à autre, mais il n'y a rien qui me jette à terre. C'est moi aussi, là, en vieillissant, qui perd un peu l'intérêt, qui cherche un peu c'est quoi que ça dit de nouveau, qu'est-ce qui n'a pas été dit. Je trouve que dans ce sens-là, le rap a beaucoup plus à dire en ce moment. Il y a plus de... C'est plus excitant en ce moment. Je parle de rap, là, il y a d'autres genres, évidemment. Là, il y a des styles qui reviennent. Il y a le rock qui est en train un peu de revenir. C'est sûr, là. C'est sûr que à un moment donné, c'est des vagues. Puis on est d'un creux de vague avec le punk rock. Là. C'est qui le band punk au Québec en ce moment qui roule? Je sais pas. Il y a Grimmskunk qui roule, mais tu sais, encore une fois, avec tout le respect que je dois à Grimmskunk, c'est des dinosaures aussi. Je veux dire, c'est pas les jeunes vont pas triper sur Grimmskunk, là. Ils pourraient, là. Il y aurait intérêt à en écouter. Là, c'est un pan de notre culture alternative au Québec. Grimmskunk, il n'y a pas de doute là-dessus. Groovy, Hardvark aussi, mais ça appartient à une autre époque. Vulgaire aussi, d'ailleurs. Tu trouves ça? Ouais, je pense qu'on appartient plus à cette époque-là qu'aux jeunes aujourd'hui. En tout cas, quand on m'arrête pour me parler des vulgaires, c'est toujours pour dire... c'est que j'ai écouté ton band quand j'étais plus jeune, puis c'est bien correct. Là. Mais malgré, tu sais, une de tes tunes, Puis sans fond, là, tu sais, est toujours d'actualité quasiment aujourd'hui. Là. Ouais, mais là, c'est ça, là, on parle du propos. Ouais, c'est ça, ouais. Puis, ultimement, moi, ma philosophie, c'est que quand une tune est bonne, là, peu importe le genre. Puis... Tu sais, je dis pas ça pour faire mon fraîchier, là, mais il y a plein de bonnes tunes sur Compter les cordes, tellement que... Puis c'était moins punk aussi, un peu comme album, c'était plus rock que punk, c'était plus accessible un peu. C'est pour ça que ça a bien marché pour un band alternatif. Les vulgaires à l'époque de Compter les cordes, ça a quand même fait du bruit là, au Québec. Mais c'est parce que les tunes étaient bonnes, je pense. C'est pas parce que... Puis il y avait, tu sais... Il y avait un buzz sur le punk rock aussi à ce moment-là, je pense, là, chez les jeunes.
C'est les jeunes qui décident. Là. Ouais. C'est pas les 40 en montant qui créent des buzz puis qui se déplacent d'un show en grand nombre puis qui... C'est les jeunes qui décident. Là. Puis c'est ça qu'il faut que ce soit, là, je pense. Non, ouais. Mais c'est genre, il pourrait y avoir un retour des vulgaires machins? Ben oui. Ouais. Il pourrait, c'est sûr. Nous autres, on a du fun. Fait que même si on revient puis qu'il y a 4 personnes dans un show, nous autres, ce qui est important, c'est qu'on le fasse pour les bonnes raisons, qu'on ait une véritable motivation de le faire. Puis là, ça fait 5-6 ans qu'on a arrêté. On est revenu au Rockfest il y a 2 ans, mais c'est très nostalgique là, comme démarche. Ouais. On est revenu faire des vieilles tunes. On n'a pas de nouveau matériel. Ça faisait longtemps que le Rockfest avait le goût d'avoir les vulgaires. On l'a refait pour le fun. On a trippé notre vie. C'est un des shows qu'on a trippé le plus, là, honnêtement, depuis que la bande existe. Ça nous a donné le goût de refaire des shows, c'est sûr. Mais on continue de se poser la question pour faire quoi? Revenir pour faire quoi? On va pas réchauffer une soupe puis servir ça au monde si on n'a pas réfléchi à notre affaire, si on n'a pas des tunes qu'on peut pas s'empêcher d'enregistrer. Là, c'est ça. Faut que la flamme, elle se rallume. Là, Puis on n'est pas pressé. On s'aime, on aime ça faire de la musique ensemble, on sait qu'on va en refaire à un moment donné. On veut juste le faire pour les bonnes raisons. Puis si ça revient jamais, c'est tout. Ouais. C'est pour ça que, à la question, allez-vous revenir, c'est-tu fini, gna, on n'en a pas de réponse à ça, dans le fond. Ouais. Puis tous les bands de notre génération qui ont annoncé la fin, Groovy, Sainte-Cat, les Marmottes, tout ce monde-là ont fait des tournées d'adieu, tout le monde est revenu. Tu sais, à un moment donné... Ouais. On est, c'est pas, ça s'apparente souvent beaucoup à un couple, un band, mais c'est pas un couple, à moins que ça finisse dans la grosse chicane, là, et encore, à un moment donné, le monde a le goût de refaire quelque chose ensemble, a le goût de revivre l'affaire qu'ils ont allumée pendant autant d'années. Fait que c'est pour ça que vous disiez, il n'y aura pas de band d'album d'adieu. Là. Non, on est de tournée, il n'y aura rien d'adieu, il n'y aura jamais d'adieu. Oui, vous êtes promis de ne pas faire ça. Puis même si on meurt, on n'aura jamais dit adieu. Là, si on parle, ma tante, toi, comment tu as été en contact avec la musique, d'être musicien puis de jouer? Ça a commencé où, ça? Chez nous, là, quand j'étais ado, c'était encore une fois, j'ai pogné une guitare pour me désennuyer. Mon frère joue de la guitare. Mon frère qui joue de la bass d'un vulgaire. Ouais, ça, c'est ton frère? Ouais. Okay. Je voulais faire comme mon frère. J'ai pogné une guitare, puis comme tout bon jeune guitariste en herbe, j'ai pogné toutes les tunes de Metallica que j'étais capable de jouer. Je me suis rendu compte que ça faisait triper mes amis. Tu sais, à un moment donné, t'accroches là-dessus. Ouais. Mais vite, j'ai eu le goût de faire mes tunes à moi. Ouais. C'était pas un trip technique. J'ai jamais été un bon musicien. Là. Moi, j'ai vraiment investi toute mon énergie à trouver des bonnes paroles, trouver des bonnes mélodies, puis arranger ça en bande. Puis je suis pas un bon musicien. Jamais personne, à part les Sainte-Cat, jamais personne m'a appelé pour subber, pour jouer de la guitare d'un projet. Tout était bon pour faire tes affaires à toi. Ouais, mais je pense que c'est ça ma force. Ouais. D'écouter une tune, puis de trouver la bonne affaire qui est bonne, de faire un arrangement cool avec la tune, je sais pas. Puis là, ça, ton band, il y a vite... Vitement? Ouais. Là, tu vas voir, j'en invente souvent des mots de même. J'aime ça, vitement. Ouais. Il a vite grimpé les échelons, là, tu sais, il a fait ben des shows, ben des albums. Tu sais, en 2002, ça a l'air que vous étiez tout partout. Puis qu'elle m'a amené quasiment battre-trippé. Non. Non? Non. Pas en tout? Battre-trippé d'être partout? Marie-Ève, j'ai lu ça, là, était ça qu'elle avait dit, m'emmener dans un article. Je pense que avec Compter les corps, là, qui est l'album qui a connu le plus de succès, il y a beaucoup de nos fans qui ont battre-trippé.
parce qu'on faisait des vidéoclips, ça a joué un petit peu à la radio. Puis tu sais, les fans de punk de la première heure, ça, c'est comme, tu sais, dans l'espèce de... mentalité underground, anti-système. Faut pas que ça soit mainstream. Faut pas que tu sortes de la cave trop, là, tu sais. Ouais. On a eu beaucoup de hate mail, beaucoup d'animosité, mettons, par rapport à ça. Mais ça nous faisait rire, nous autres, plus que d'autres choses. Vendus, genre. Ah, oui. Ouais. On se faisait traiter de vendus, mais on s'en crissait. Tu sais, vous autres, vous saviez que vous n'avez pas changé. Non, mais nous autres, on faisait ce qu'on voulait. Tu sais, pour moi, c'est ça, être punk, c'est faire ce que tu veux. Mm-hmm. C'est quoi être punk, anyway? On le saura jamais. Là. Ouais. Mais si être punk, c'est... Tu sais, reste dans ta cave parce que faut pas que le grand public t'entende ever. Ben, c'est de la merde, là, d'abord, cette philosophie-là. Tu sais, je veux dire... Même les Clash, là... Joe Strummer, il disait, si t'appelles pour mettre ta toune d'une pub, fais-les, là, tu sais. Puis c'est quand même Joe Strummer, là. On l'a jamais fait, même si on a eu des offres pour faire de la pub, sauf que à un moment donné, chacun fait son affaire. Les tunes parlent pour elles-mêmes. Tant si longtemps que le message, il te colle encore à tout. Tant que t'es sincère dans ce que tu fais, puis que c'est pas une game que tu joues, puis t'es pas en train de manipuler le monde pour attirer le monde d'un show, puis que ton objectif suprême, c'est pas de faire de l'argent sur le dos du monde qui achète tes albums, c'est quoi le problème, tu sais, de faire une musique qui est plus catchy ou de faire une vidéo puis de le faire jouer sur Internet puis que ça joue à Musique Plus, on s'en fout, là, tu sais. Ouais. Ça existe moins, ça, cette mentalité-là, je pense, aujourd'hui, là, tu sais. Ouais. Il y a plus tant cette philosophie-là de penser que pogner, c'est de la merde, là. Ouais. Mais à cette époque-là, on avait, tu sais, un retour, là, un peu. Fait que, tu sais, toi, c'est ça, si quelqu'un fait du punk, il est pas obligé de faire de la musique engagée, genre. Ben non. Okay. Ça dépend du band. Ouais, puis même à l'époque où on essayait de faire des tunes engagées, souvent, moi, j'écoutais beaucoup de rap, là, puis je trouvais que les rappers, souvent, étaient bien plus engagés que... Il y a toutes sortes de bands punk, là. Je veux dire, les Ramones, là, c'est quand même un monument, là. Ils n'ont pas été très engagés, là, dans leur vie, eux autres, là, au niveau de leur message, puis on s'en fout, là. C'est pas ça l'idée à la base de ce mouvement-là, c'est un faux débat. Vous autres, comment que ça a passé de faire des tunes plus ou moins qui voulaient rien dire c'est ça, à être engagé à critiquer plus la société? Je pense que c'est avec le succès, c'est un grand mot, là, mais plus il y a de monde dans un show, plus il y a de monde qui achète les albums. Moi, en tout cas, ça a eu un effet de... T'as plus de confiance, genre, de vouloir te livrer, genre? Oui, mais aussi plus de questionnement par rapport à... C'est quoi la pertinence de tout ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on embarque d'un truck puis qu'on fait 12 heures de route pour aller faire un show, tout ce que ça implique. Tu sais, on voit les bands sur le stage faire de la musique, mais on rigolait avec ça, les vulgaires, toute notre carrière. Tu sais, c'était comme... On réalisait qu'en fait, là, quand t'as un band, c'est 5% tu fais de la musique, puis 95% tu fais du truck, puis tu fais des emails, puis tu fais des entrevues, puis... Fait que... tu sais, moi, en tout cas... d'avoir un certain succès, puis que le monde tripe sur le band, puis qu'il y ait beaucoup de monde, puis qu'à un moment donné, tu te dises, on a une vitrine, on a un micro, on peut parler, il y a du monde qui nous entend. Ça m'a fait me questionner plus, ça a accéléré le processus de questionnement. Puis j'étais très influencé aussi par les bands qui étaient plus engagés que pas, tu sais, comme Propagandhi, Bad Religion, beaucoup de tunes de Grimmskunk aussi qui questionnent la société. J'étais interpellé par ça, puis j'avais envie d'écrire dans cette optique-là, de donner un plus-value, si tu veux, aux tunes, puis d'essayer de, je sais pas, d'ouvrir un dialogue, de brasser de la marde, de proposer quelque chose de différent. T'avais-tu peur de
sais, quand tu y vas avec des opinions, tu peur genre d'un peu de... Non, on avait de te faire critiquer, genre. Non, on avait du fun à faire ça, puis on vivait super bien la critique. Ça fait partie de ça. On s'est jamais questionné là-dessus. On devrait peut-être se calmer un peu sur nos propos. Au contraire, là, on était toujours prêts à aller au bat avec nos opinions. Puis ça créait beaucoup de débats au sein du band. Là, c'était trippant. Ça nous a ouvert l'esprit sur plein d'affaires. Pendant longtemps, on vendait des livres en show. Des livres? On vendait des livres d'éco-société parce que on s'éduquait. Là, on n'avait pas envie de chanter n'importe quoi juste pour être fâché. Puis on avait approché les éditions éco-société. Puis on lisait, on a tout lu. On en parlait, on faisait des tunes là-dessus. Puis c'était pas non plus le 4 intello avec les lunettes qui lisait les livres. On faisait de la muse, on trippait, mais il y avait cet aspect-là aussi. Là. Trouves-tu que c'est... tu sais, là, avec les années puis tout ça, tu trouves-tu que c'est dur de rester encore punk? Tu sais, tu te considères-tu encore punk comme dans le temps? Comme je te disais tantôt, j'ai jamais su vraiment c'était quoi, dans le fond, être un punk. On a toujours été le cul entre deux chaises. Il y avait cette révolte-là à travers la musique qui canalisait beaucoup d'énergie. Mais il y avait aussi beaucoup de monde qui nous aimait pas parce que c'était pas assez, on n'était pas assez conséquent par rapport au message. Tu sais, quand tu t'exposes, il y a tout le temps une critique qui vient avec. Il y a toujours une partie du monde qui disent, ben là, si tu critiques le capitalisme, ben là, t'as pas le droit de vendre des t-shirts, t'as pas le droit de vendre des albums. Tu sais, il y a toujours cette affaire-là. Puis on a toujours été comme le cul entre deux chaises à faire, mais là... Il y a comme un équilibre peut-être à trouver là-dedans. On a-tu le droit de s'exprimer puis d'essayer de gagner notre vie aussi à quelque part là-dedans? Même si c'est pas l'objectif suprême de se mettre riche avec la musique. Puis on n'a jamais été riche avec ça non plus de toute façon, mais c'est juste de pouvoir gagner ta vie puis faire en sorte que ça continue, ce mouvement-là. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi que toutes les formes d'extrémisme, là, moi, je me méfie. Ouais. OK. Ouais, souvent en plus, tu sais, dans un mouvement, tu sais, ça peut facilement tomber avec des extrêmes, là, tu sais, puis c'est ça qui est s'en éloigner. Là, ça fait partie de la vie. Ouais. Après, c'est de se positionner par rapport à ça, d'être capable d'assumer qu'on fait pas plaisir à tout le monde. Pas de trouble avec ça. Puis ça me sert encore aujourd'hui, tu sais, que mon projet solo, j'aborde plein de sujets qui sont super personnels. Je parle d'amour, je parle de... Puis le fait d'avoir connu autant de résistance, tu sais, puis de critiques en faisant de la musique punk et engagée, aujourd'hui, ça me sert, tu sais, pour me détacher de l'opinion que le monde se fait de ce que je tiens comme propos dans mes tunes, de ce que je raconte, de quel son, quelle radio me joue. Tu sais, j'ai appris avec les années à m'en crisser, dans le fond. Puis à focusser toutes mes énergies à être connecté avec moi-même. Je veux pas... Non, mais je veux pas jouer au grand sage. Le gourou, là. Non, c'est ça, mais moi, mon temple personnel, c'est ça, c'est d'être bien avec moi-même. Puis à partir du moment où je suis bien avec moi-même, punk, pop, tu sais, vieux crooner fini, je m'en fous complètement de l'étiquette. Ce qui est important, c'est que je me couche le soir, puis je dors bien parce que je fais ce que j'aime, je fais ce que je veux, puis je rends compte à personne. Puis ça, tu parlais des radios. Trouves-tu que, tu sais, toi qui es dans cette industrie-là, tu trouves-tu que les radios boudent certaines sortes de musique ou certains bands, genre? Tu sais,
dans le pic des vulgaires, on a été boudés, nous autres, beaucoup. Là. On a très peu joué à la radio grand public. Là. C'était beaucoup les radios étudiantes, les radios universitaires, les radios communautaires qui faisaient jouer vulgaire. Puis il y avait un peu il y avait une frustration des fois de se sentir muselé à quelque part par l'industrie parce qu'on fitait pas dans le standard, mettons. Penses-tu que c'était à cause du message qu'il y avait dans les chansons? Ou? Sûrement, un peu le message, le son. On s'est fait offrir toutes sortes d'affaires. Tu sais, à un moment donné, on avait assez de popularité pour que certains shows télé, par exemple, veulent les vulgaires, mais là, il y avait toujours des conditions qu'on trouvait inacceptables, tu sais, comme d'y aller juste moi puis Marie-Ève, puis c'est pas le reste du band qui joue. Ça a jamais été très concluant, ces expériences-là. Puis ça crée un peu une frustration à quelque part parce que tu bâtis quelque chose pendant 10-15 ans, puis à un moment donné, tu fais... Mais là, c'est ça, nous autres, qu'on propose. Là. Essayez pas de nous changer. Là. On va pas changer 15 ans après. Fait qu'on a, tu sais, on a passé notre tour sur plein d'affaires parce que ça correspondait pas à ce qu'on avait envie de faire. Puis pour nous autres, c'était tu prends le package au complet ou tu le prends pas du tout. Les radios, des fois, qui nous disaient, ben là, on va jouer votre tune, mais on veut que vous retourniez, tu sais, la mixer pour qu'il y ait moins de guitare, pour qu'il y ait plus de voix. Puis on a toujours été catégorisés. Ouais. Fuck you. C'est sûr. C'est sûr, fuck you. Dans ce contexte-là, c'est non. Puis. T'as vu ou t'as vu pas, la crise de chanson. C'est ça. C'est une graine. Puis à quelque part. Excuse-moi, mais non, mais t'as raison. T'as raison. C'est que ça, c'est frustrant quand t'es dans quand t'es dans cette bataille-là d'essayer d'être intègre. Aujourd'hui, je trouve que ça a moins d'importance, tu sais, avec Internet. On a moins besoin des radios pour être diffusés, pour être entendus. De moins en moins, je pense, le monde écoute la radio. Tu sais, le monde... Ouais, j'ai l'impression que ça va vers le bas, tu sais, la radio. Ben, tu sais, toi, quand tu veux découvrir des bands, puis tu vas-tu... C'est jamais la radio. C'est ça. Ouais. La radio, c'est parce que mon affaire à CD fonctionne pas dans mon char, c'est la seule raison. C'est ça. Ben, moi, j'écoute la radio parler. Mais tu sais, quand je veux écouter de la musique, j'écoute pas la radio, pas souvent. Puis, dans ce sens-là, c'est libérateur, là, Internet. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, mon premier album, il y a une tune qui a joué beaucoup, beaucoup à la radio, puis j'étais content. OK. J'ai pas fait de compromis. J'ai fait de la musique qui était plus accessible. Ton ça passe album à la radio. Solo, tu parles? Ouais. OK. Ça passe à la radio, tant mieux. Je suis en paix avec ça. J'étais en crise à 20 ans. Aujourd'hui, je suis encore en crise, mais mes combats sont dirigés ailleurs que là. Puis, quand ça joue à la radio, on fait des sous un peu. Je dis jamais non là, à ça non plus. Est-ce que je pile sur un principe? Non. Pour moi, piler sur un principe, c'est baisser le son de la guitare. Je dis pas ce mot-là. Ou de te travestir. Ça aussi, on s'est fait demander. Là, ça, c'est cool, mais pouvez-vous dire ça à la place, t'sais, dans le refrain, mettons. J'irais coller ma chaise dans le dos. Mais on pitchait pas de chaise, nous autres, on écrivait des tunes. Ben non, puis en même temps, je suis full pas violent. non, mais je comprends. Mais de où que tu disais, il y a 20 ans, j'étais enragé. De où ça venait, cette rage-là? Ben, la société, c'est un peu de la marde en partant. Ben, moi, je fais partie de ça. Moi, j'haïs la race humaine, tu sais. Fait que moi, je rentre j'en parle justement là-dedans, là, tu sais. Moi, j'haïs tout le monde. Puis je m'inclus. Je m'inclus là-dedans, là, je me pense pas meilleur que personne. Non, mais c'est ça. C'était cette rage-là qui était canalisée de regarder un peu l'injustice, la destruction de la planète, l'avarice. À un moment donné, je sais pas... Quand t'as 16 ans puis que t'arrives dans le monde puis que tu te mets à t'informer un peu, à te rendre compte combien on est manipulé puis combien les intérêts sont
sont entre les mains de si peu de personnes, si malveillantes. Tu catches la gamique. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu choisis de... Ouais. Moi, quand à 20 ans, j'étais comme plus rempli d'espoir. J'allais dans les manifestations, j'étais comme ouais! Pouvoir au peuple! Ouais! Puis là, aujourd'hui, je fais que fuck that! Ouais, mais vous avez chié votre chance! Maintenant, quand elle explose, cette petite planète, je m'en compte. Ouais, mais tu sais, moi, avec les années, je me rends compte que l'affaire qui est trippante là-dedans, c'est de se dire que on donne du sens à nos vies à essayer de changer les choses. Tu sais, moins d'essayer d'obtenir un résultat que de j'avoue, que de participer, mettons, positivement, essayer d'être une bonne personne là, tu sais, autour, à petite échelle, puis le plus possible à grande échelle. Tu sais, on peut... C'est ça le mal, je trouve, de nos temps, là, tu sais, en ce moment, c'est d'avoir tellement de poids sur les épaules dans un monde qui va si mal, puis d'avoir l'impression qu'on peut rien faire. Là, tu sais, je suis avec toi là-dessus. Là, ça donne le goût d'accrocher la casquette au vestiaire, puis d'envoyer chier tout le monde, puis de vivre sa vie de façon très individualiste, puis de s'en crisser. Je suis pas rendu là, mais il y a une part de moi qui je peux comprendre parfaitement où est-ce que t'es là, par rapport à ça, mais j'essaie de pas tomber dans le cynisme trop. Surtout que j'ai des enfants, là, tu sais, à un moment donné... Ah ouais, ben là, c'est sûr et certain. Ça change la perspective un peu. Ah ouais, c'est sûr que ça change la game. Puis j'essaie de me dire, bon, ben la gang, on va faire ce qu'on peut, là, tu sais. Ah, c'est sûr, faut que t'aies un peu d'espoir. Faut que t'aies un peu de... Je parlais avec Guillaume Wagner, puis tu sais, lui, c'en est un qui était super comme moi, là, tu sais, super cynique, puis cynique? Je sais pas. Cynique, ouais. Ouais, c'est OK. Puis, puis là, c'est ça. Puis là, il vient d'avoir un enfant. Ouais. Puis là, il y a un discours plus comme toi qui, tu sais, faut qu'il y ait un peu de positivisme à rajouter dans son discours parce qu'il y a un enfant, là. Tu peux pas juste faire, ça va être de la merde dans quoi tu vas grandir, là, tu sais. Faut se trouver un projet. Il faut qu'on se trouve un projet commun puis qu'on travaille dans l'énergie positive là, à quelque part. Sinon c'est un peu vain là. Sinon vivre là, si on est là-dedans, je sais pas. En tout cas, je respecte toutes les opinions. Là. Je veux pas que ce que je dis là sonne comme si je faisais la morale à qui que ce soit. Là. Ça, on en retourne avec ta musique. Ça, compter les corps, c'est ça? Ouais, c'est l'album qui vous a fait connaître du grand public. Puis, t'étais-tu content avec ça, tu sais, de cette reconnaissance-là, tu sais, un peu? Ouais, encore une fois, nous autres, on faisait pas de compromis dans ce qu'on véhiculait comme message, dans la musique qu'on faisait. On était comme Marie-Mé, on faisait notre rock à nous. Puis tant mieux si ça perce un peu puis que ça va rejoindre un autre couche, tant mieux. Ouais. Ça, avec quoi je vivrais pas bien, c'est de l'avoir fait délibérément dans cet objectif-là, dans une perspective où, OK, il faut aller chercher plus de fans. Là, je vivrais pas bien que ça, mais on n'a jamais fait de compromis. Puis après Compter les corps, on a fait un album encore plus punk. On suivait notre instinct, là, on suivait pas une logique commerciale du tout. Puis, tu sais, ce que le monde oublie quand il parle des vulgaires, c'est que il y a eu 3 albums avant de Compter les corps, puis tu sais, c'était... Il n'y a pas eu d'explosion de succès tout à coup. Là. On était rendu là avec Compter les corps. Aimer le mal, on remplissait des salles, on a fait le Métropolis plus qu'une fois avec Aimer le mal. Il y en avait du monde en région, partout les salles étaient pleines tout le temps. Vous avez fait des tournées en Europe, là, aussi? Ouais, on a fait des tournées en France au moins 10-12 fois, je pense. T'sais, on a bâti notre affaire tranquillement, pas vite. Puis quand Compter les corps est sorti, il y a eu un autre
step de succès, mettons. Tu sais, ça n'a jamais été l'énorme succès. Il y a encore du monde de notre génération qui ne savent pas c'est quoi vulgaire parce qu'ils n'écoutaient pas de rock. Mm-hmm. On n'est pas non plus... On n'est pas non plus au niveau de Garou puis Céline, là, on est d'accord. Ouais. Mais pour nous autres, il n'y a jamais eu de boom là, du jour au lendemain. Le monde nous dérange là, à l'épicerie. Là. On n'a jamais connu ça. Mm-hmm. Mais tu sais, je suis pas mal sûr qu'il y a une bonne coupe de tunes, tu sais, que... T'sais, là, en faisant ma recherche, j'ai fait « Ah, Chris, c'était eux autres qui chantaient ça, tabarnak. Mm-hmm. » genre, ouais. Je suis sûr qu'il y en a plein comme moi. Là, sûrement. On a entendu ça d'un chum qui a mis ça à m'amener quand il était plus jeune. Pis, mais tu sais, c'est cool en tabarnak, là, ça. Puis là, c'est ça, mais comment que le succès est arrivé, tu sais? Parce que ça, vous avez fait comme ben des shows, c'était de petits shows en petits shows qui devenaient un petit peu plus grands à chaque fois, tu sais, de passer jusque de votre premier album jusqu'à la tournée avant Compter les corps. Hein. Ouais, parce que Indica, au début, puis Prest, qui est notre agent de spectacle encore aujourd'hui, c'était des compagnies qui débutaient, puis c'était des compagnies qui ont émergé parce que il y avait pas à cette époque-là dans l'industrie au Québec cette philosophie-là de respecter l'artiste à 100%, d'y donner 100% de pouvoir artistique sur tout ce qu'il fait, puis de travailler ça sur le long terme, contrairement à beaucoup de majors qui signent un artiste puis qui essaient de passer à la caisse le plus vite possible, puis d'investir beaucoup dans la promo, puis dans la publicité, puis ça opérait quand même dans un autre niveau. Indica, oui, là, il y avait du tracking pour que les tunes jouent à la radio, mais c'était anecdotique dans le sens où on bâtissait notre public un show à la fois, puis on allait à Rouen, puis ça allait bien, puis bouche à oreille, puis la fois qu'on y retournait, il y avait un peu plus de monde, puis c'est comme ça qu'on... Comme, ironiquement, comme ça devrait être construit, une carrière, tu sais. Okay. Puis c'était la philosophie d'Indica. C'est pour ça qu'on est resté avec Indica. On n'a jamais cru à ça, nous autres, le succès instantané. Non, ouais. C'est juste une grosse boîte qui fout plein de cash dans vous autres. Puis, c'est ça. Puis qui te flush après si tu rencontres pas les objectifs financiers. Ouais, c'est ça. Que t'es juste une machine à argent ou une poule aux œufs d'or. C'est ça. Puis là, après, je veux pas prêter d'intention à personne, mais les majors ont plus tendance à travailler dans ce sens-là qu'une compagnie comme Indica ou comme plein de labels alternatifs. Il y en a de moins en moins, mais... Puis, qu'est-ce qui arrive en ce moment avec les compagnies de disques, c'est un autre sujet, mais en tout cas, à cette époque-là, on était quand même en marge. Mm-hmm. C'est quoi qui arrive avec les compagnies de disques aujourd'hui? C'est quoi tu trouves, maintenant? Ben, c'est qu'en ce moment, avec les compagnies de disques, il n'y a plus d'argent. Fait que les compagnies, comme on est dans une ère de transition où il y a encore du monde passionné qui ont le goût de sortir de la musique, mais ils vendent plus de disques. Fait qu'il faut qu'ils aillent chercher des pourcentages un petit peu partout, dans les shows, dans la marchandise, dans les droits d'auteur. Je sais pas là, qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Là. Je suis un petit peu déconnecté par rapport à ça dans le sens où je mets mon énergie ailleurs que d'essayer de comprendre là, je sais pas, peut-être je vieillis là, puis ça m'intéresse plus. mais il y a du monde qui sont très branchés là-dessus puis qui réfléchissent. Le modèle pour moi est pas encore établi pour les prochaines années. Le combat est encore virulent là. À faire en sorte que les fournisseurs de contenu sur Internet soient rémunérés. Là, en ce moment, c'est les fournisseurs d'accès là, qui font de l'argent avec la musique. Ouais. C'est Vidéotron qui fait de l'argent en ce moment. Là. C'est Bell, puis c'est TELUS. Okay. C'est pas les artistes. Puis c'est ça le gros problème, c'est qu'on... Je sais pas combien ça te coûte, toi, Internet, par mois, mais tu sais... On est plusieurs millions au Québec à payer des forfaits
qui n'ont pas de sens s'il n'y a pas de contenu sur Internet. Ouais. Pourquoi on paye ça par mois? Parce qu'on peut streamer de la musique, regarder des films. C'est les fournisseurs de contenu qui font que tout ça a une valeur. Si tu checkes aux States, là, c'est fucking pas cher. Là, ouais, aux States, c'est moins cher. La démographie. Ouais. C'est fucking plus accessible. Je suis pas un expert, mais il y a quelque chose qui me saute aux yeux, c'est de voir à quel point ça nous coûte cher, puis les créateurs sont peu payés. Sont ceux dans l'échelle qui sont le moins payés. Ouais. Mais c'est eux qui font que tout cet argent-là se brasse. L'intérêt que le monde va sur Internet. Ouais, on parle de ça, de compagnie de disques, de records. Tout ça, vous avez changé de... T'as passé de Indica à l'autre, là, je me souviens plus c'est quoi celui que vous avez en ce moment. Les Vulgaires ont tout le temps été avec Indica. OK. Moi, j'ai signé un contrat de disque avec La Tribu quand j'ai fait mon premier album solo, puis mon deuxième là, est sorti avec La Tribu aussi. Mm-hmm. Mais sinon, les Vulgaires ont tout le temps été avec Indica. Ah ouais? Ouais, ça n'avait pas changé avec une autre compagnie? Non. Ah, OK. Bon, en tout cas, les informations n'étaient pas bonnes de bord. C'est juste ça. OK. Puis, est-ce que vous l'avez enregistré à Montréal puis New York, ça, c'est-tu vrai? Ou... Les Vulgaires? Ouais. Ouais, on a fait... Pour compter les corps, je pense. Ouais, compter les corps. Tous les albums qu'on a fait avec Gus Van Gogh ont été faits à Montréal et à New York. Okay. Mais c'est ça, mais eux autres, c'est pas c'est un label, eux autres? Non, ou... non, c'est des réals. Ah, OK. OK, l'information était bonne, c'est moi qui ai mal lu. C'est toi qui l'as mal assimilé. Ouais, ça arrive souvent, ces affaires. Non, c'est des réalisateurs qui n'ont pas de contrat avec personne, qui font de la musique avec les artistes qui ont envie de travailler avec eux autres, le point à la ligne. OK. OK. Ah, c'est cool, ça. Puis, ouais, ça je suis curieux de savoir ça. Parce que là, ça, avec cet album-là, tu sais, vous avez eu plein de nominations, tu sais, qui a suivi. Puis, entre autres, à la disque, tu sais. Mm-hmm. Puis, c'est quoi tu penses du gala de la disque? Bien des choses. Tu sais, avec le temps, tu sais, je prends ça avec un sourire en coin, la disque, dans le sens où à quel point la disque représente vraiment ce qui se fait au Québec, à quel point c'est objectif comme processus, là, on peut se permettre d'avoir des doutes, je pense. Mm-hmm. Après ça, ce qui est absurde dans tout ça, c'est que la musique, c'est pas une compétition. Pour moi, juste le principe même de remettre des prix, on devrait, tant qu'à ça, se faire un gala puis donner des prix aux préposés aux bénéficiaires. Pourquoi les créateurs de musique se font un gala puis qu'ils reçoivent des prix? On dirait qu'il faudrait repenser ce concept-là puis célébrer la musique autrement. T'sais. Ouais. C'est un... J'ai toujours vu la disque comme une opportunité de se faire voir. C'est comme une grosse pub. Ben ouais. Moi, c'est pour ça que tu veux gagner un prix à la disque. Ouais. Le lendemain, tu vas vendre des albums, tu vas vendre des billets, tu vas jouer plus à la radio, tu vas être invité dans les médias pour parler de tes affaires. Plus de monde apprennent que tu existes puis que ta musique est bonne puis les affaires vont bien. C'est à ça que ça sert, dans le fond, là, un gala. Mais ça a l'air que les nominations, ça coûte fucking cher pour comme t'inscrire. Je veux pas dire d'infos mal maîtrisées, là. Tu sais, en tout cas, ça coûte cher y aller au gala. Ouais. Mais la façon dont ça marche, c'est que les compagnies de disques, plus il y a de staff, plus il y a de votes. Fait que, tu sais, plus ta compagnie emploie de monde, plus tu as une importance sur l'échiquier, mettons, plus tu as de chances, ultimement, de gagner des prix parce que si ton label, vous êtes 2, ben vous avez 2 votes. Là, fait que ça a beaucoup moins de poids. Après ça... Puis les autres, ils votent pas avec leur cœur, ils votent
pour leur shit, genre, ou pour leurs artistes. Je pense que poser la question, c'est un peu y répondre. mais je suis un peu inconfortable de rentrer là-dedans parce que je maîtrise pas le sujet, puis il y a des bonnes chances que je me mette un pied dans la bouche. Je sais que ça évolue aussi, tout ça. Là, ça évolue pas vite, mais là, où est-ce qu'on en est exactement, je le sais pas. Mais on est en droit de se questionner des fois. Là, c'est quoi le processus exactement? Puis c'est subjectif. Là, on fait gagner des artistes, mais pourquoi un plus que l'autre? Là, des fois, ça reste... Oui, il y a des panels avec du monde qui évalue ton affaire puis qui font « on va faire gagner lui ». Je comprends qu'il n'y a rien d'absolu, mais c'est pour ça qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, je pense. Ouais. Les vulgaires, on n'a jamais rien gagné. Il y a des catégories, des moments dans notre carrière où je pense qu'on le méritait. Bon, ça fait-tu de nous du monde moins heureux? Ouais, surtout que le but était même pas là à la base. Le but est pas là. Ouais. C'est comme une arme à double tranchant. C'est comme les critiques de disques. Là. Ouais. Quand t'as une bonne critique, tu te tapes dans le dos et t'es content. Là. Moi, quand je lis une bonne critique de ma musique, je suis heureux. Là. Je célèbre ça. Puis quand j'ai une mauvaise critique, ben c'est allez tout chier, man. Vous avez pas compris, puis vous êtes des mangeux de marde, puis c'est pas du tout ça mon album, puis c'est la faute de la personne qui a fait le papier. Fait que j'ai complètement biaisé, j'ai 2 standards ben raides, là, tu sais. Puis je pense que c'est ça la disque aussi. Si tu me donnes un Félix demain, je vais être touché, je vais être content. J'aimerais ça gagner un Félix dans la vie. Je fais ça dans la vie de la musique. J'aimerais ça que mes pères reconnaissent ce que je fais, puis que le grand public, puis que mes tantes fassent. Bon, enfin, on peut valider qu'il fait ça dans la vie pour vrai. Là. J'aimerais ça, moi aussi. J'aimerais ça, moi aussi, mais je suis une victime comme tout le monde. Je gagne pas. Il y a bien plus de perdants que de gagnants là, dans la vie. Puis je suis un perdant comme tout le monde, puis je suis un peu en crise après tout le monde. Donc, je dis ça avec un grain de sel, évidemment. Mais moi, je fais « fuck you, là, c'est à moi, ce trophée-là. » Mais c'est ça, moi tu m'attends, tu peux comparer avec les Oliviers, je t'en ai parlé un peu tout à l'heure. Moi, j'ai pas été pris cette année. Mais le pire, c'est que moi, je m'en calisse. Il y en a. Ça, j'aurais peut-être dû nuancer ça dans mon message aujourd'hui, quand j'ai fait mon statut. Là. Mais ça, c'est comme je te disais tout à l'heure. C'est juste pour que avoir une reconnaissance, pour être capable d'avoir une crédibilité quand je veux inviter d'autres mondes qui connaissent, qui savent pas c'est quoi un calice de podcast. Là, genre. Fait que c'est un peu dans le même but d'aller vendre. C'est ça, d'aller vendre des albums. Là, c'est clair. Ça, avec Compter les cas, ça, vous avez fait bien connaître du grand public. C'est dans cet album-là qu'il y a la chanson Anéantir le dogme. C'est ça? Le dog? Le dogme. Dogme, OK. Puis, ça a fait parler, ce vidéoclip-là. On avait fait un clip avec François Havard. Qui est cool, parce que je savais même pas qu'il faisait des... C'est l'auteur, ça? François Havard qui écrit beaucoup. Qui a fait Les Bougons, entre autres. C'est comme le scripteur de... du gars de la disque, de plein de c'est ça. François Havard, on l'avait approché pour qu'il scénarise un vidéoclip pour nous autres parce qu'on se sentait beaucoup d'affinité avec sa vision, son côté piquant, là, tu sais, si on veut. C'était à cause des bougons, genre? Pis... Non, moi, j'ai toujours trippé sur ce qu'il fait, François Havard. J'ai lu ses livres, ses chroniques, il écrivait beaucoup... je me souviens plus dans quel papier exactement il écrivait. Je me demande si c'était dans Le Voir à l'époque. Je me souviens plus. J'ai toujours trippé, moi, sur François Havard. On trippait tout le monde dans le band, c'est ce qu'il fait. Puis, à un moment donné, à Canal D, il a fait une série sur
les interdits un peu, là, si ma mémoire est bonne. Tu sais, il était allé dans un club échangiste, voir comment ça se passait. Il y avait comme une couple de sujets de même un peu tabous, là, tu sais, qu'il explorait. Puis... Juste des buissons avec des juments. Non, il était vraiment allé, puis il questionnait un paquet d'affaires, puis sa vision de tout ça. Moi, je le trouve trippant, là, François. Puis... c'est ça, c'était la musique des Vulgaires qui avait été utilisée dans ce reportage-là. Fait qu'on a fait une connexion, on s'est dit, peut-être que François aime bien ce qu'on fait, puis on l'a approché, puis il a embarqué tout de suite. Il nous a scénarisé un clip. On a choisi cet angle-là de l'hypersexualisation. Puis ça s'est avéré être censuré. Puis, tu sais, je vais te le dire, là, honnêtement, nous-mêmes, on avait censuré la première version qu'il nous a faite. C'était un peu too much. Non, mais on avait jugé qu'il y avait un certain nombre d'affaires qui n'étaient pas nécessaires, mettons, dans le propos. Là. Mais tu veux-tu, genre, comme un peu l'expliquer pour ceux, mettons, qui l'ont pas vu? Ou, ben, le clip, grosso modo, là, là, on ressort des concepts qui datent de plus d'une dizaine d'années. Là, mais grosso modo, le concept, c'était cette jeune fille-là, avec le début des réseaux sociaux, tout ça, qui était comme en ligne pas mal, puis qui cherchait qui s'hyper sexualisait finalement, puis elle se retrouve là, dans cette progression-là avec un pimp d'une chambre d'hôtel qui a semi-viol, c'était pas clair, là, une espèce de personnage un peu dégoûtant, là, qui faisait des clés de poudre, un peu qui faisait des barres de poudre sur le bord du mobilier. Puis, qui est louche. Là. Ouais, puis... c'est ça, là, tu sais, ça avait été censuré à Musique Plus. Il y avait eu, tu sais, un peu on était parti un peu en croisade, là, les Vulgaires, avec François pour défendre, tu sais, pour expliquer un peu qu'il y avait un propos en arrière de ça. On voulait pas juste montrer des vulves puis des, tu sais, du monde qui font de la poudre dans les chambres d'hôtel. On voulait, tu sais, ouvrir un débat là-dessus. Puis, débat, il y a eu, là, tu sais, à mon sens. Puis, c'était intéressant de voir dans quelle direction tout ça est parti. Il y avait la Ligue des femmes, là, tu sais, qui avait condamné notre vidéoclip. Il y avait qui était pas... qui avait pas compris là, tu sais, quelle était la réelle motivation derrière ça, qui avait juste vu comme une affaire choquante là-dedans. Il me semble que ça va pour... les femmes, tu sais, c'était de dénoncer. Ben, nous, c'était de dénoncer ça, évidemment, mais là, après ça, le débat... La perception n'était pas peut-être la même pour eux autres. Ouais, puis le fait de pourquoi montrer ces images-là, mais après, c'est ça qu'on défendait, c'est qu'en le montrant, ça choque, ça ouvre le débat là-dessus. On était allé en parler sur le plateau de Penelope McQuaid. Ça s'est passé, là, notre affaire. Puis ça a fait parler de nous encore plus que si le clip avait pas été censuré en premier lieu. Fait que, ça a été une expérience assez intéressante dans ce sens-là. C'est ça. Moi, je savais pas que ça avait été passé à Musique Plus. Je pensais qu'ils voulaient pas le passer. Non, ça a été censuré à Musique Plus. Il a jamais passé à Musique Plus. C'est ça. OK, je pensais qu'il avait juste censuré cette partie-là. Fait que ça a pas passé à Musique Plus. Non, ça a pas passé. Mais Musique Plus, c'était bon joueur pareil. Ils nous avaient invités à en parler à Musique Plus. Je me souviens d'avoir fait une émission avec Nicolas Titley où on avait débattu de cette question-là. C'était pas Isa ou... non, c'était pas Isa. Ou Shelly. Non. Ou Nabi. Non. Qu'on salue au passage. Non, c'est ça. C'est cool. Savais-tu... y en avait-tu que t'avais mis en tabarnak, genre, d'un critique? Quand il parlait de... Non, moi, je suis quelqu'un d'assez civilisé là, dans le débat. Je respecte les opinions en général là, du monde. Du moment où c'est songé, genre. Non, du moment où moi, j'ai l'opportunité de m'exprimer librement. Après ça, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Puis, tout est débattable, là, tu sais, dans le sens où... Est-ce que ça va trop loin à un moment donné? On est là-dedans beaucoup là, en humour en ce moment. Là. Est-ce qu'il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir? Moi, je trouve ça intéressant, ces débats-là, parce que
on n'est pas capable de tracer la ligne vraiment. Mm-hmm. C'est ça qui est trippant, c'est de se rendre compte que on est, les humains, on est les maîtres des concepts qu'on crée, là, puis après ça, toute cette question-là où à quel point l'art en général est redevable de nos morales, je sais pas. Mm-hmm. Moi, ça m'intéresse tout ça, puis je respecte, dans le cas de Mike Ward, par exemple, je respecte le point de vue de Mike Ward, puis je comprends aussi qu'il y a du monde qui... Je respecte l'autre point de vue aussi. Ouais. Le monde qui font non, tu sais, à un moment donné, ça va trop loin, puis on fait juste blesser du monde gratuitement. Ouais. Je comprends ça aussi. Je pense que c'est important d'arriver à nuancer nos idées puis de pas se camper. Surtout sur des questions aussi sensibles que je sais pas moi, l'intégration des différentes religions dans notre société. Si on est campé d'un bord ou de l'autre, on n'avance pas. Là, ben ouais, c'est ça. C'était tout le temps juste tu veux parler avec juste du monde qui ont la même opinion que toi. Non, c'est ça. Que le débat va se faire, c'est aussi que tu convaincras jamais personne en restant la conversation hyper rigide sur ton opinion. Le monde qui n'a pas ton opinion vont passer le reste de leur jour à t'envoyer chier. Ouais. Puis... Même si t'as raison, là. Genre... Non, mais c'est sûr. Bien entendu. Mais c'est des questions où... En tout cas, on est rendu loin, là, mais c'est des questions qui sont pas absolues, puis on évolue, puis à un moment donné, ce qui est acceptable l'est plus pour certaines raisons. Il faut être capable d'évoluer avec ça aussi, je pense. Mm-hmm. Puis je trouve ça intéressant, les débats qui s'ouvrent en ce moment dans la société par rapport à le consentement, tout ça, mais moi, ça m'intéresse. Oui, c'est vrai. Puis j'ai pas d'opinion arrêtée tant que ça, je me rends compte. Mm-hmm. Je pense que c'est ça le plus dur, c'est de rester ouvert à ce que tout le monde dit. C'est ça qu'on a tellement de mal à faire, je trouve. Ouais. On a tellement le goût d'envoyer chier tout le monde puis de dire non, c'est de même. C'est ça, je pense qu'il faut apprendre à gérer. À mettre un peu d'eau dans son vin. Ouais, à essayer de comprendre l'autre. Mm-hmm. C'est ça là, qu'on est en train d'apprendre à faire, je trouve, dans la société. Là. Et on apprend très mal, cela dit. On est pourri, mais au moins, on est en train d'essayer, je pense. On est en train de tranquillement comprendre qu'il va falloir en venir là à un moment donné. Tu sais, quand t'as deux enfants qui se chicanent ensemble, là, tu sais, ça finit jamais qu'il y en a un qui a raison puis l'autre a tort. Ça finit jamais de même, une chicane. Puis quand tu vas en cours, il n'y a jamais un qui gagne à 100% puis l'autre perd. Tout le monde perd un peu et gagne un peu au bout de la ligne. Je pense. Ouais. J'arrive des petites créances, fait que j'apprends aussi. T'as été aux petites créances, pour vrai? Ou? Ouais, j'étais allé... Ouais, j'étais allé... Chris, pourquoi j'ai parlé de ça? non, mais ça me dérange pas d'en parler, c'est anecdotique, là, mais... vas-y. J'ai actionné un gars qui a fait une job de marde sur mes balcons, puis ça s'est terminé aux petites créances. J'attends le verdict au moment où on se parle. Pas vrai? Je reviendrai t'en parler. Fait que là, c'est pour ça que t'es dans le fond, t'es après tes emails, là. T'es en train de checker, là. Chris, le sacrement, va-tu en faire? Quand est-ce qu'il va rentrer, ce verdict-là? Non, mais c'est ça, je parle de ça parce que c'est la première affaire que le juge expliquait à toutes les parties, les défendeurs, puis il expliquait à tout le monde que tu vas aux petites créances, puis tout le monde est convaincu de son affaire, puis tout le monde a envie de gagner son point, mais tu gagnes jamais sur toute la ligne. Ouais. Tu sais, quand on parlait avec de Musique Plus, tu sais, cette époque-là a changé un peu, là. Ben, pas mal, tu sais. Maintenant, Musique Plus, il en passe plus de musique. Ouais, on en parle moins un peu de Musique Plus, hein, depuis une couple d'années. Là, on en parle parce qu'on est dans des sujets qui datent d'une dizaine d'années, mais effectivement. Mais, à quel point ça avait de l'impact, Musique Plus,
Ah, ça a eu un gros impact. Ben oui, parce que, tu sais, il passait tout le temps des vidéoclips. Tu sais, c'était l'époque avant YouTube, là, quasiment. Ouais, c'était là, la seule courroie de transmission pour nous autres qui nous permettait de faire entendre notre musique jusque dans les bas-fonds du Québec. Là. Ouais. C'est la seule courroie de transmission parce qu'on jouait pas à la radio. Internet, ça se passait pas tant que ça. Ça a eu un gros impact. Mm-hmm. Musique Plus, quand ils se sont mis à faire jouer nos clips, ça a fait connaître le band beaucoup. Ouais. En région. Ouais. Puis, et ici, ouais, évidemment. Ouais, tu trouves-tu ça plate, genre, mettons, qu'est-ce qui est devenu Musique Plus avec ça, ou il y avait genre pas le choix de faire ce virage-là? Je sais pas. Internet. Ouais. On a pu... Musique Plus, ça a été une époque, ça a été une transition de quelque chose vers quelque chose d'autre, puis aujourd'hui, c'est plus pertinent. Mm-hmm. Les clips, on regarde plus de clips tant que ça. Ouais. Ben non, je sais pas, je m'en fous un peu. Je sais pas trop. Non, c'est chill. Avec l'album, encore une fois, Compter les corps, ça, vous avez passé à un style, un rythme plus rock que punk. Ouais. Puis, c'est-tu venu toute seule, ça, ou c'est ça pourquoi que ça a changé? On a probablement écrit au moins 24-25 tunes pour Compter les corps. Puis on se posait pas la question vraiment. On écrivait des tunes, puis après ça, on a choisi les 12, 13, 14 meilleurs à notre sens. Mm-hmm. Puis il y a toujours eu... il y a toujours eu des tunes plus soft avec les vulgaires. Il y a tout le temps eu des tunes plus downbeat un peu, plus relax. Puis Compter les corps n'est pas une exception dans ce sens-là. OK. Mais il n'y avait rien de délibéré. Là, on n'était pas dans une recherche délibérée de faire notre musique différemment. Je pense que c'est venu naturellement. On a juste écrit des tunes. Puis... Ouais. C'est-tu toi qui les écrivais, les tunes, ou tu l'écrivais à la gang pas mal? Ouais, j'écrivais... Marie-Ève a écrit aussi, mais j'écrivais la plupart des tunes avec ma guitare. Là, j'écrivais les textes. Mm-hmm. Puis on les travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup en groupe. OK. C'était pas une affaire où j'arrivais avec la tune puis tout le monde la joue. Là. C'était vraiment un processus de band là, où j'arrivais avec mon idée, puis après ça, tout le monde se l'appropriait, puis tout le monde proposait toutes sortes d'affaires, puis on pouvait des fois passer 6 mois là, à travailler une tune, à essayer un autre avenue, un autre genre, une autre approche musicale, un autre beat. Les tunes, à partir du moment où je les amenais au reste du band, ça appartenait au band, si tu veux. C'était pas mal tout le temps toi, ou des fois ça arrivait que le drummer il arrivait avec une idée, puis... Non, ça arrivait pas souvent. Ouais. Je m'en veux d'ailleurs un peu des fois aujourd'hui de ne pas avoir été plus, disons, ouvert aux idées des autres, parce que moi, dans ma tête, j'avais tellement d'idées à travailler qui venaient de moi que j'allais jusqu'au bout de mes idées. Je faisais un début, milieu puis une fin. Là. Ouais. Puis j'aimais pas ça quand quelqu'un amenait un bout d'idée puis qu'il fallait que je finisse l'idée, là, si tu veux. OK. Ou tu sais, une affaire puis il met des paroles là-dessus. J'ai jamais été trop partant avec cette façon-là de travailler. Parce que je me disais, je me lève à tous les matins pour écrire des tunes, écrire des textes, écrire des mélodies. Je vais jusqu'au bout. Je vous propose une idée qui se tient à peu près. Ouais. Je m'attendais à la même chose des autres. C'est un peu cave parce que
à quelque part, j'aurais pu travailler plus les idées des autres dans cette optique-là, mais j'en avais tellement plein ma cour que j'étais un peu fermé par rapport à ça, je pense. Okay. Je me rends compte aujourd'hui, mais cela dit, j'étais très ouvert à ce que tout le monde travaille mes idées. Parce que, ouais, c'est ça. Okay. Parce que tout le monde avait un apport vraiment immense d'un tune, puis tout le monde travaillait bien, puis tout le monde travaillait ensemble. Il n'y avait pas d'égo dans le band ou non, on garde ça parce que c'est mon idée. Il n'y avait pas ça. C'était vraiment... On prend la meilleure idée, peu importe elle vient d'où. Là. Ouais. Mais écrire puis arranger une tune, c'est deux affaires bien différentes, je trouve. Okay. Fait que... OK. Mais tu sais, t'avais pas de ghostwriter... Non. En arrière de tous. Non. C'était le band. Ouais, tout venait du band. Puis, cela dit, Marie en a écrit des tunes, elle a écrit des paroles aussi. Elle a énormément contribué à plein de parts, dans plein de tunes. Elle a arrangé plein de tunes. C'était vraiment un travail qu'on faisait collectivement. Mais le travail d'artisan qui écrit la mélodie puis les paroles, puis ça, ça venait souvent plus de moi. OK. Puis la toune je suis fait de la poudre, là. D'où ça part, ça? C'est quoi? C'est une niaiserie? C'est un message? C'est vraiment une des premières tunes que j'ai écrites. Ça me faisait rire, là, déjà, mais tu sais, j'avais jamais essayé ça non plus, là, à cette époque-là. OK. Fait que c'est ça, t'es pas un poudré. Non, j'ai jamais été poudré dans le sens absolu du terme. Excuse-moi. Ça m'est sûrement déjà arrivé d'être poudré. Un soir de même, là. Je me souviens plus. Ah, ça c'est tout déjà. Mais, tu sais... J'ai pas fait de poudre ben dans la vie, mais quand j'ai écrit ce tune-là, je n'avais jamais fait, en tout cas. Ça, c'est sûr. OK. Mais comment que ça t'est venu à l'idée? T'as-tu vu quelqu'un qui était ben pété, genre? Ou c'était un échec? Parce que, tu sais, c'est un cercle vicieux. Ouais, là, ben, c'est ça que... Quand on entre en contact avec ça, là, ado, là, la première idée qui nous vient par rapport à la poudre, c'est le fait que ça nous prime pas longtemps, puis on en veut tout de suite d'autres. Ouais. Moi, en tout cas, c'est l'image là, d'ado que je me fais de la poudre. Ben, c'est ça aussi, la poudre. Là, tu vas pas triper pendant 4 heures là-dessus. Là. Non, c'est pas des mushrooms. Là. Mais tu sais, c'est une drogue vicieuse dans ce sens-là. Je sais pas, j'avais envie de... fait que c'est un peu, c'est venu de même. Ouais, puis c'est vraiment trippant comme concept de louper ça, parce que là, après, la toune devient vraiment drôle parce qu'elle tourne en rond. Là. Ouais. C'est comme... Puis ça finit jamais, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Là. Non. Ça me fait ça bien rire. Mais ouais, puis c'est une toune qui est mitigée parce que souvent on se faisait dire si vous avez tout compris, Chris, c'est drôle, nous autres on fait de la poudre, puis on écoute ça. Puis d'autres mondes qui nous disaient c'est vraiment intéressant la critique de ce drogue-là que vous faites. Ouais. Le monde, il s'approprie ce que tu fais. C'est leur interprétation. Ouais, c'est ça. Puis c'est bien correct. Là. J'ai rien contre le monde qui écoute je fais de la poudre en faisant de la poudre. Mais c'est ça. Vulgaire Machin, avais-tu une mission, tu sais, genre de changer les idées? Non, tu sais. Ben, à notre échelle. Ouais. Moi, ça a changé ma vie, le punk rock. Là. Ouais. Ça m'a ouvert l'esprit. Je me souviens quand j'ai entendu pour la première fois Let's Talk More Rock de Propaganda. Ça m'a donné le goût d'apprendre l'anglais pour tout comprendre les paroles. Tu sais, je comprenais assez l'anglais pour catcher de quoi la toune parle, puis c'est quoi la critique, grosso modo. Mais j'étais fasciné à ce point-là. Je voulais comprendre toutes les paroles. Je cherchais le sens de la toune. J'ai vu Propaganda souvent en show. Je comprenais qu'il y avait autre chose que juste
un band qui joue, puis du monde qui trash. Puis il y avait comme quelque chose au-dessus de ça qui était fédérateur, qui était comme, on va plus loin, là, tu sais, idéologiquement, tu sais, faut se poser des questions, faut essayer de changer le monde un peu. Mais là, ça, c'est la grande idée là, absolue, mais j'avais le goût de faire ça aussi avec les vulgaires. On avait envie de toucher à ça un peu, de chercher à bousculer un peu les idées, de choquer un peu, de questionner. Puis on est bien conscient que on n'a pas changé le monde là, avec les vulgaires, mais si Propagandhi et bien d'autres artistes ont pu avoir un impact sur ma vision de la société à ce point-là, je me dis qu'on a ce pouvoir-là aussi, nous autres, à notre échelle, encore une fois, de donner le goût à du monde de s'accrocher à certaines idées, de pousser leur réflexion un peu plus loin, de changer. Tu sais, ça sert à ça aussi, la musique. Je pense ça peut servir à ça aussi. Hein. C'est quoi ça veut dire filer comme une brique? Se sentir comme une brique. Ouais. C'est une bonne question. C'est se sentir froid un peu par rapport à ce qui va mal, sentir qu'on n'a pas l'espace total de s'exprimer librement tout le temps, d'être renfermé un peu sur les sentiments qu'on a. Ça rejoint beaucoup l'idée de se voir imposer un certain silence, peut-être. Ça rejoint l'idée du tabou, je pense. Aussi, tu sais, C'est de où tu avais entendu ça? C'est toi qui inventais ça? Ouais. Puis ça a sorti de même, genre... Ouais, c'est une image c'est une image qui m'est venue qui exprime ça. Ouais. Tu sais, il y a un fan, tu sais, ça va être une question un peu plus deep, là, mais il y a un fan qui avait écrit dans... Parce que moi, je lui demande tout le temps des questions, genre, pour l'invité que je vais avoir. Ouais. Puis il y en avait un qui disait que le sujet du suicide avait souvent revenu. Tu sais, c'était ça une histoire... C'est-tu un fait vécu, genre, ou quelqu'un du band? Non, il n'y a pas eu d'histoire de suicide proche du band. C'est arrivé qu'on entende des témoignages beaucoup de nos fans. Là. Ça, c'est arrivé souvent. Ah, OK, ouais. Mais si tu fais référence à triple meurtre et suicide raté, ouais, c'est ça. c'est en checkant télé là, que l'idée de la toune est venue. C'était un double ou un triple meurtre et un suicide raté qui était arrivé là, pas loin de Montréal, je me souviens plus trop, puis c'était sorti dans les médias, puis moi ça m'avait frappé, ça m'avait bouleversé ça, puis ça arrive encore aujourd'hui là, tu sais, trop souvent, mais c'est comme là avec ces événements-là, on dirait qu'on touche à une affaire deep en crise. Là. Tu sais, quand on est rendu là dans la société, je trouve que ça envoie des signaux vraiment inquiétants. Ouais. Puis j'ai eu envie de faire une toune là-dessus. Tout simplement. Ouais. Puis ça, encore une fois, là, d'évoquer ça d'une toune puis de faire une toune là-dessus, après ça a amené un flot de feedback. Là, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui nous ont écrit en disant « Hey, moi, mon oncle, mon frère, mon cousin, mon gnagnan, on a écouté beaucoup cette toune-là. Ça a comme libéré des affaires. » Ça doit te toucher quand même. Que tes fans t'écrivent ça. C'est sûr. C'est sûr que c'est un peu lourd, là. Ouais, dans c'est le sens lourd. Que c'est bien des charges à prendre à chaque fois. Ils te partagent d'un moment intime de leur vie ou de leur... Ouais, mais tu sais, je me souviens, il y a eu une époque où il y avait une gang là, en particulier qui avait vécu un drame comme ça de proche. Là. Je me demande si c'était pas dans le coin de la Valtrie ou... Puis
sais, ça faisait partie du deuil, comme cette affaire-là. Ils venaient voir le show, puis ça leur faisait du bien. Tu sais, puis ils avaient besoin de nous en parler parce qu'on avait, à leur sens, par rapport à leur vécu, touché à quelque chose vraiment deep, là, tu sais, dans ce qu'ils vivaient. Puis ça, cette tune-là, c'était comme, pour eux, ouais, mais tu sais, une des rares occasions où là, il était touché par quelque chose d'artistique, qui mettait des mots sur ce qu'il ressentait. C'est comme... C'est ça aussi, changer le monde autour avec la muse qu'on fait. C'est les toucher, c'est servir à quelque chose dans ce sens-là de... Tu sais, souvent, là, on s'est fait dire... ouais, j'ai pensé beaucoup au suicide, j'ai vécu une passe où j'étais vraiment déprimé, j'ai eu une dépression, un burn-out, des suicides autour, puis j'ai écouté votre musique, puis ça m'a aidé à passer à travers. Ouais. Ça, c'est le classique, là. On s'est fait dire ça, on a eu des témoignages de même toute notre vie, là, de l'existence. L'existence des vulgaires. Ouais. Là, après ça, le monde qui se tue, pareil, ils nous écrivent pas d'emails après. Sauf que ceux qui ont écouté ta muse pour passer à travers ces événements-là, ça fait crissement du bien. Ouais. Ça fait du bien à tout le monde. Ouais, c'est une belle tape dans le dos en même temps, un peu. C'est un échange d'amour. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qu'on a besoin dans la vie, je pense, d'être compris, d'être aimé, puis d'aborder ces sujets-là dans une toune, ça a ce positivisme-là. Cet aspect-là, très positif. Ouais. Puis là, ça, là, t'as fait un album solo, là? Ouais, j'en ai fait 2, là. T'en as fait 2, là? OK. Ouais, j'en ai sorti un il y a 2 semaines. Ouais. Mon deuxième, puis j'en ai sorti un premier en 2014. Ouais. C'est quoi la différence entre cet album-là puis, mettons, les vulgaires, tu sais? Si tu un peu encore dans le punk, ça ressemble à quoi un peu? Ben, je t'invite à aller écouter. Puis c'est fuck all la même vibe, là, tu sais. C'est vraiment complètement ailleurs musicalement. Par rapport au thème que j'aborde aussi. Hein. Okay. Je te dirais que c'est pas mal le plus loin que je pourrais aller des vulgaires. Okay. C'est un peu ça l'exercice aussi. Quand on a pris une pause des vulgaires pour penser à nos affaires puis faire d'autres choses. Ouais. Mais pourquoi vous avez arrêté de prendre, dans le fond, pourquoi vous avez pris une pause? Beaucoup parce que on a comme eu la prise de conscience à un moment donné qu'on était un peu des robots. Là. On commençait un petit peu à prendre tout ça pour acquis, puis on montait sur le stage, puis on faisait notre show, puis on faisait le party après, puis on revenait à la maison, puis il y avait comme... On était en train de perdre l'essence de pourquoi on faisait ça. Puis... je pense qu'on a tous été capables d'identifier que fallait vivre d'autres choses pour prendre un recul puis se questionner là-dessus. Moi, j'avais envie aussi de faire d'autres musiques que ça, tu sais. C'est dur de faire 6-7 albums avec toujours les mêmes musiciens dans une même optique un peu. Puis de pas perdre la perspective. Puis on est en train de perdre la perspective un peu, je pense. En tout cas, depuis 5-6 ans, là, on n'a rien fait, puis je me rends compte que c'était une très bonne chose qu'on prenne une pause. C'est plate parce qu'on avait encore beaucoup de fun en show, somme toute pareil, mais jamais je me serais imaginé que... Là, ça fait 4 ans que je fais des affaires solo, 4-5 ans. Jamais je me serais imaginé que j'apprendrais autant, que je rencontrerais autant de monde, que je découvrirais à ce point-là d'autres façons de travailler, d'autres façons d'écrire, d'autres sujets à aborder. C'est comme si personnellement, là, chacun vit ça différemment dans le band, mais moi, j'ai retrouvé la passion de faire de la musique
en me déstabilisant complètement, en travaillant avec d'autres mondes. Mais juste le recul que tu as eu tout à l'heure, en faisant, peut-être j'aurais dû être plus ouvert aux idées des autres. Ça montre quand même de quoi. Là, Marie-Ève est en train de finir un 2e album solo, elle aussi. Puis tu sais, c'est vraiment extraordinaire de voir Marie-Ève travailler de son bord sans qu'on ait cette connexion-là artistique qu'on a eue pendant 20 ans ensemble, puis de la voir faire ses affaires toute seule, ses tunes toute seule, ses affaires, ce qu'elle a envie de dire, comment elle a envie de sonner. Moi, pareil, on découvre que c'est un piège dans la musique à un moment donné de rester à la même place puis de continuer à taper sur le même clou. Là, à un moment donné, ça devient lassant. De pas se réinventer, genre. Ouais, c'est ça. Puis sans même t'en rendre compte parce que t'es pas malheureux non plus. C'est juste que t'es tout le temps sur le même clou, tu t'en rends plus compte, puis c'est insidieux. C'est pas comme si tu te levais un matin puis tu avais comme une épiphanie. Je suis poche, je fais tout le temps la même chose. C'est comme tranquillement pas vite, il y a une espèce d'affaire qui s'installe, puis à un moment donné, il faut avoir la maturité puis la lucidité de se rendre compte que ce danger-là, à suivre la même route tout le temps, puis d'avoir le courage d'arrêter tout, puis de prendre un autre trail, de descendre la montagne, puis d'aller en monter un autre. En même temps aussi, je pense que c'est important non plus de savoir quand pas étirer la sauce non plus. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Puis tout ça, tu t'en rends compte sur le stage. T'es sur le stage, il y a du monde. Le feeling que t'as là, au moment où tu performes, entre guillemets, il y a quelque chose qu'il faut, dans ton cœur, qu'il faut que tu sois capable d'identifier. Puis moi, je me sentais à la fin un peu comme un robot. Là. J'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre qui fait des tonnes, des vulgaires. Là, fait que c'est ça, vous aviez bien fait dans le fond. Là, puis c'est ça qui va permettre éventuellement de refaire quelque chose pour les bonnes raisons, à mon avis. Ouais. Puis, tu sais, mettons, la différence, est-ce que le public des vulgaires, tu sais, qui a suivi pour aller t'écouter en solo, tu sais, est-ce que c'est quoi ta perception de ça? Est-ce qu'il y en a qui sont comme plus contents parce que c'est quoi de nouveau puis qui se laissent aller là-dedans? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont suivi? Il y a de tout, mais c'est une minorité, pareil, qui ont suivi. Parce que c'est complètement d'autre chose. Tu sais, on a fait une affaire assez précise pendant 20 ans. Puis là, du jour au lendemain, tu sais, j'ai proposé quelque chose de complètement différent. Il y en a une infime partie qui ont décidé de suivre parce que ça les interpellait, mais il y en a beaucoup aussi qui sont comme dans l'attente qu'on fasse quelque chose de punk. C'est correct aussi. Moi, j'ai embarqué là-dedans solo pas en espérant, au contraire. J'espérais pas que les fans suivent. Là, pour moi, c'était pas du tout un enjeu. Ce qui est important, c'est que je fasse quelque chose de nouveau qui me corresponde puis qui soit sincère sur toute la ligne. Puis là, c'est où qu'on peut pogner ça? C'est sur iTunes? Ben ouais, c'est partout. OK. Partout sur la planète, sur toutes les plateformes qui existent. Et d'ailleurs, je sais pas quand est-ce que le podcast va être diffusé, mais il est en écoute gratuite là, sur Ici Musique encore 2-3 jours, je pense. Ah, OK. Ah, ben, c'est sûr, ça. Ben, il sera pas tout de suite en ligne, là. Si c'est en ligne dans 3 jours, ben, allez l'acheter, gang de losers. Sinon, effectivement, là, sur iTunes, sur Spotify. Puis là, tu vas être en tournée. J'ai des vinyles aussi. Ah, OK. Puis tu vas être en tournée en mars, tu disais? À partir du mois de mars, oui. OK. Puis ça va être tout partout au Québec? Ben, partout, je l'espère. Là, pour l'instant, on a annoncé la Tulipe le 28 mars. À Montréal. Québec, c'est sur le bord. Là, on commence à
étoffé, la tournée, mais c'est sûr qu'on va faire toutes les grandes régions, Sherbrooke, Québec. Je pense qu'il y a la Valtrie aussi en ce moment qui s'organise. Trois-Rivières, Jonquière, on va aller au Saguenay. Café culturel. Ouais, la Chasse-Galerie. Chasse-Galerie, c'est beau là-bas, même. J'ai été jouer là en septembre, là, sacrément que j'ai aimé ça. Ouais. C'était beau en estime. Ouais, c'est un des beaux spots au Québec, une des places en cool. C'est petit, c'est intime, c'est vraiment cool. Là. Puis, puis ça aussi qu'on peut voir tes dates de tournée, ça va être sur ton site. Ben, tu sais, le best, là, c'est Facebook? C'est Facebook. Là. Ouais. Pour le moment, c'est ça le plus simple. Là. Toute l'info passe par là. OK. Puis c'est quoi? C'est ton nom, ça? Ouais, Guillaume Beauregard. Ouais. J'ai une page artiste là, qu'on peut trouver facilement. OK. Puis, ma tante, en terminant, c'est quoi qui seraient les qualités pour quelqu'un qui veut commencer à soit faire du punk rock ou juste faire se lancer en musique, tu sais? C'est quoi, quel conseil tu lui donnerais? Je sais pas. Tu sais, si ça te tente en crise, ça va bien aller. Tu sais, arrange-toi pour être sûr que ça te tente en crise. Je pense que c'est la seule affaire, que ça te tente en crise. Puis que ça te tente de faire ça, pas que ça te tente qu'il y ait plein de monde qui te check jouer, puis que le monde like gros ta page, là. Que ça te tente en crise de faire des tonnes. Ouais. Je pense que c'est juste ça, là, la clé. Là. Que le monde veuille entendre ce que t'as à dire. Hein? Ouais, puis que à la limite, tu sois assez zen pour réussir à te crisser des résultats de ce que tu fais. Que à la base, mettons, ça te tente en crise. Je pense que ça close bien le podcast. Gros thank you, merci, man. Jer. Guillaume Beauregard, man. Merci. Allez liker sa page. Allez checker ses affaires, man. Allez voir en show. Ça va être fucking cool. Merci beaucoup, mon gars. Puis je suis vraiment content que tu aies accepté. Ça m'a fait très plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Ouais, c'était cool, man. C'était cool? OK. Ouais. C'est pas si pire que ça, l'affiche t'es pas tombée dessus pendant. Non, pour l'instant, tout va bien. Puis probablement que dans les prochains jours, je vais essayer de plugger vitement le plus possible mon nouveau mot, là. Ça te tente en crise. Ouais, c'est mieux de te tenter en crise. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Encore une fois, gros merci à Guillaume. Puis passez une excellente semaine, tout le monde. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.